L'apéro des Daronnes, c'est l'émission Twitch de Mademoiselle qui veut briser les tabous autour de la parentalité, aider les parents à y voir un petit peu plus clair et à comprendre ce tsunami qu'ils et elles vivent. Dans cette émission, je suis, comme la dernière fois, avec Manon Portanier, qui est journaliste parentalité chez Mademoiselle. Bonjour. Salut Manon. Salut. Et notre invitée ce soir n'est autre qu'Ève Simonet. Ève, tu es cofondatrice de la plateforme de streaming On Suzanne et également présidente du club Poussette. C'est ça. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien, Merci pour très bien. l'invitation. On est très content de te trop recevoir. Ah ouais, Moi non. aussi, très content On suit d'être ton là. travail, on est complètement fans et on est vraiment heureuse de t'avoir ici. Eh ben, plaisir partagé. Vraiment. C'est beau toutes ces mondanités là. C'est magnifique. Oh là là. C'est magnifique. Ça manque de thé quand même. Ou d'un petit apéro. parce qu'on est apéro. quand même dans l'apéro. C'est quand même l'apéro des Daronnes et on n'a pas d'apéro. Et non. Alors, dans cette émission, puisque vous l'avez vu dans l'intitulé de l'émission, on va parler du postpartum. Le postpartum, quel vaste sujet. Ça fera d'ailleurs l'objet de plusieurs émissions. Et pour commencer cette émission, roulement de tambour. Oui, parce que vous avez remarqué, si vous avez suivi le dernier apéro des Daronnes, je chantais quand on commençait voilà. une chronique. On va d'accord arrêter ça là tout de suite. Et Merci Manon. apparemment, j'ai plus le droit de chanter. Du coup, j'ai été remplacée par un xylophone. J'espère que vous êtes contente. Moi, non, pas du tout. Promis, la prochaine émission, on aura un vrai jingle. Laisse-moi chanter. Donc, pour débuter cette émission, on a notre chronique habituelle qui est le Dico des Daronnes, dans laquelle on se questionne sur un mot, un terme en rapport avec la maternité, un mot qui est peut-être pas très transparent à chaque fois et qu'on explique tout simplement. On n'a pas forcément entendu partout. Quoi. Voilà. C'est un peu, Ouais, un je peu vois. particulier. Il y en a pas mal dans la maternité en plus. Il y en a Ouais. pas mal. Hein. Ouais, Des mots ouais. cachés comme ça. Ouais. Ce mot, ce mois-ci, c'est Attends, le je fais mot... un roulement de tambour. Alors, pas à chaque fois, Manon. s'il te plaît. Ce mot, c'est le mot tranché. Est-ce que c'est un mot qui vous dit quelque chose, Ève, Manon ? Évidemment, mais j'ai eu 2 enfants. Donc, je pense que c'est un peu logique que je connaisse ce mot Ouais. maintenant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément ce mot assez particulier, qui n'a aucun rapport avec la Première Guerre mondiale. Je tiens à le Exactement, préciser. exactement. Ce n'est pas du tout en rapport avec les tranchées creusées en 14-18. Tu connaissais ce mot, Ève ? Alors, je pense que c'est un mot qui arrive quand même sur la fin de grossesse. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas le premier mot qui m'est venu à l'esprit quand j'ai appris que j'étais enceinte. Non. Tu vois ? C'est un peu la surprise, la petite c'est un peu cerise la sur le surprise. gâteau. Non, mais et d'ailleurs, maintenant que tu m'en parles, je me demande si j'ai pas entendu parler de ce mot-là vraiment, genre au dernier mois de ma grossesse, tu vois. Quand justement j'ai appris l'existence du postpartum Mhm. et que quand je me suis un peu renseignée sur le sujet, là j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ah, mais c'est marrant parce que non. t'en as quand même entendu parler avant ton accouchement. Moi, je sais que Non, c'est pas- arrivé. Ah oui, juste avant mon accouchement, pardon. Ouais. Moi, c'est arrivé après l'accouchement. Ouais, tu vois. pareil. Ouais. Moi, je Moment l'ai où- découvert quand j'ai ressenti ce que Oui. c'était, Ouais. les tranchées. Ah non, mais ça, c'est infernal. Mais c'est quand ma sage-femme, en fait, elle m'avait dit renseigne-toi sur le postpartum parce que j'étais là, mais ça y est, je suis prête, l'accouchement, c'est bon, nickel. Enfin, j'ai l'impression vraiment d'être hyper à l'aise. Mais sur quoi je peux me renseigner d'autres, tu vois. Et elle m'a sorti postpartum comme un petit sujet. Et C'est mignon. Du coup, là, j'ai entendu parler des tranchées. Enfin, Ouais. mais pas avant, quoi. Alors, peut-être du coup, pour expliquer un petit peu ce que sont les tranchées. Donc, effectivement, Manon, tu l'as dit, ça n'a rien à voir avec la guerre de 14-18. Ce n'est Mais pas d'un les côté, poilus qui creusent leurs tranchées. t'as le côté sanglant quand même. Mais d'un hein, côté, il y, ça peut- a quelque chose de sanglant. C'est une expression qui est assez barbare, qui n'est pas du tout rassurante et qui concerne en fait les contractions. Bien sûr, l'une des peurs les plus répandues quand on parle de grossesse, c'est la peur de la douleur des contractions. Et on se dit que voilà, on va avoir mal au moment de l'accouchement et qu'après, hop, il n'y aura plus rien. Et finalement, la bonne ou plutôt la mauvaise surprise, c'est que ces contractions, on n'en a pas que pendant l'accouchement. On en a aussi après, parce que c'est de ça dont il s'agit quand on parle de tranchée. Des contractions utérines. C'est des contractions utérines. Alors, à quoi ça sert, quand est-ce qu'elles interviennent. Donc, c'est effectivement des contractions utérines qui ont pour objectif de permettre à l'utérus de retrouver sa place dans le bassin, de Parce qu'on retrouver rappelle qu'avant, il avait sa quand même taille initiale. un espèce de grand bébé à l'intérieur. Quoi. Quand même. C'était pas rien. Il faut bien qu'il redevienne un peu tout petit, quoi. C'est ça, on parle de taille d'une pastèque Ouais, au ballon de baudruche. à C'est voilà, énorme. un ballon de baudruche ou Non, une non, à clémentine. Une petite clémentine. clémentine. Ouais. petite clémentine, ouais. C'est On passe tout de petit. pastèque à clémentine, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu, du coup, une pastèque se transformer en clémentine. Je ne pense pas, sinon c'est chelou. Mais c'est quand même costaud et ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Alors,
À quoi ça sert? Donc, on l'a dit. Combien de temps ça dure? En fonction des sources, il semblerait que ça dure 7 jours. Je ne sais pas, vous, personnellement, combien de temps ça a duré? En fonction de nos sources à nous deux, on est incapable de s'en souvenir, ce qui est quand même assez ouf. On parlait fait. du Mommy Brain pour la dernière émission où le cerveau a des fuites et où on a la tête en forme de gruyère. Là, vraiment, on oublie certains aspects de tout ça et notamment combien de temps ça a pu durer. Moi, Je sais pas. Tu t'en rappelles? Tu t'en souviens, toi? Ouais. Moi, je m'en souviens que ça a duré, on sait, c'est à peu près une semaine, mais c'était surtout super intense les 3-4 premiers jours. Et d'ailleurs, juste après mon accouchement, j'ai eu ces fameuses tranchées parce qu'elles sont très présentes aussi, même juste pour l'expulsion du placenta et tout. Et en fait, c'était tellement violent que je me suis évanouie. Carrément. Ouais. Waouh. Alors, parce que après, j'ai analysé ça en me disant que je supportais les contractions tant que le bébé était à l'intérieur parce qu'il y avait le goal de le faire sortir. Mais en fait, une fois qu'il était sorti, mon corps, il avait plus d'énergie. Et du coup, j'ai eu une tranchée qui m'a fait partir dans les vapes. Carrément. Et, donc c'est que la douleur était... hyper intense. Mais alors, tu allaitais? Oui. Ouais, alors il paraît, c'est même sûr en fait, que la douleur est accentuée par les tétés. Ouais. Il paraît que c'est plutôt bien parce que finalement ça accélère aussi un peu ce processus-là. Mais si tu me dis que ça a duré une semaine, j'ai pas vraiment l'impression que ça ait tant que ça. Et je me souviens qu'effectivement c'était pendant que j'allaitais que c'était le pire et surtout qu'au début, ces petites bêtes-là, ils sont quand même accrochées au sein H24 quoi. Mais oui, de sentir la contraction et que je ressens maintenant encore aujourd'hui pendant mes règles ou pendant mon ovulation. Chose que je n'avais jamais ressentie avant. Et je ressens vraiment cette contraction. Utérine, tu vois. Et c'est hyper bizarre et à chaque fois j'ai l'impression que je vais re-accoucher, tu vois. Alors c'est vraiment la même sensation, tu vois, c'est ouf. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, ça c'est un autre sujet, mais à quel point la grossesse finalement peut impacter après tes cycles et les douleurs que ça peut engendrer, certaines douleurs qui rappellent les douleurs des contractions. C'est clair. C'est clair. Alors, je ne sais pas dans le chat, pour ceux et celles qui nous regardent, si vous connaissiez les tranchées. N'hésitez pas à nous le dire, partagez vos tranchées. Voilà, partagez votre savoir. N'hésitez pas à poser des questions aussi, on est là pour y répondre avec Eve. On avait envie de commencer cette émission par une vidéo qu'on ne diffusera pas. Parce que Twitch n'aime pas les choses. Parce que Twitch, n'aime pas les choses... n'aime pas la nudité, en fait, n'aime pas les corps et la peau. C'est pas la bande-annonce de ton documentaire, c'est une publicité qu'on va quand même vous partager. Je vous l'ai mise dans le chat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Cette publicité, c'est une publicité qui a été censurée aux États-Unis. C'est une publicité d'une marque qui s'appelle Frida Mom et qui, en fait, montrait une réalité... pour certaines personnes crues du postpartum. Réel, surtout. Je vous invite vraiment à aller la regarder dans cette vidéo pour ceux et celles qui ne peuvent pas la voir. C'est en fait tout simplement au beau milieu de la nuit une maman qui se lève, qui vient d'accoucher, qui entend son bébé pleurer en fond. Quelques jours avant, qui entend son bébé pleurer en fond. Et en fait, elle va tout simplement changer sa couche parce qu'elle saigne. Parce qu'on saigne après l'accouchement et que c'est le début du postpartum. Et on ne saigne pas qu'un peu. Et on ne saigne pas qu'un peu, on saigne beaucoup. C'est une pub qui a été censurée, c'est aussi une pub qui a amené tout un mouvement sur les réseaux sociaux avec le hashtag mon postpartum. Voilà, donc je voulais montrer cette vidéo, on ne peut pas, et je voulais que tu puisses y réagir. Je l'ai mis dans le doc. Donc, voilà. C'est une publicité qui est très importante et surtout... Et Ilana le dit très justement dans le documentaire, c'est elle est pas choquante en fait cette publicité. Toutes les femmes qui accouchent vont passer par ce moment-là où dans leur corps c'est le chantier, où elles saignent, où on est un peu voûté, à cause du traumatisme de l'accouchement. Traumatisme, c'est pas forcément un terme négatif, mais ça reste un traumatisme pour le corps. Et moi je la trouve super jolie cette pub et c'est vrai que c'est quand même affligeant que ce genre de publicité soit censurée quand on en est dans la rue à voir des publicités toutes plus malsaines les unes que les autres. C'est vrai que c'est révélateur, on va dire. Complètement. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a été censurée, parce qu'elle est trop révélatrice. Elle montre une réalité dont il ne faut pas parler. Et c'est problématique, parce que le fait de ne pas parler du postpartum et de tout ce que ça implique, ça fait des ravages, vraiment, pour les femmes.
C'est là que tout commence, en fait. C'est Juste ça. montrer la réalité. Et il y a, Et il y a- informer les gens. ouais, il y a cette réalité-là qui est de dire, en fait, oui, on saigne après l'accouchement. Toi, ça a aussi été un élément déclencheur pour toi de te découvrir, parce que tu as un peu découvert. Est-ce que tu veux nous raconter, en fait? Ah, les saignements, Parle-nous de les ton lochis. postpartum. Ah bah oui, en fait, je pense que déjà moi, je m'étais pas donc renseignée plus que ça sur le postpartum et le fait d'avoir eu un accouchement à la maison, je pense que j'ai tout vu du coup. J'avais pas forcément les aides-soignantes qui étaient là, enfin il y avait personne d'ailleurs. Donc c'était à Constantin et à moi de gérer les flots de sang, gérer les allaises sur le lit et je pense que du coup, j'ai vu tout ça de très près et très vrai. Peut-être, de ce que j'en ai entendu dire à l'hôpital, voilà, parfois les infirmières, elles passent, elles changent, on voit pas trop ce qui se passe. Moi, j'ai eu un accouchement sans péridurale, donc j'ai senti tout ce qui se passait dans mon corps. Et j'ai Chez toi en plus. Ouais, chez moi. ouais. Et ensuite, pour le postpartum immédiat, j'étais tout de suite chez moi. Donc j'ai vu tout ce sang. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus choqué là-dedans, c'était mon état physique. J'ai vraiment été en choc, tu vois. Cette naissance s'est très bien passée, l'accouchement s'est très bien passé. Mais il a été d'une grande violence quand même pour moi. Enfin, Mais comme ça tu m'a- disais tout à l'heure, c'est un traumatisme C'est un pour le corps. traumatisme, ouais, tout à fait. Et je pense vraiment d'avoir tout ressenti comme ça, d'avoir géré la douleur sans péridurale, 100%, sans rien. J'ai aussi conscientisé très fort en fait ce qui venait de se passer, mais je pense que ça m'a permis de mieux digérer l'événement après. Mais du coup, il fallait un peu accuser le coup de waouh, qu'est-ce qui vient de me passer et comment je me sens dans mon corps. Mm. Et moi, après l'accouchement, je suis sortie de la piscine, je suis allée me mettre sur mon canapé. Et quelques heures après, j'ai voulu aller dans le lit et faire les pas qui me séparaient de mon salon à ma chambre. Ça a été j'avais l'impression vraiment d'avoir fait la guerre, quoi. Enfin, tu vois, genre de plus pouvoir me mouvoir, que chaque muscle de mon corps que je ne connaissais pas était douloureux. Et ce ventre, et c'était vraiment un choc. Et surtout, moi, j'ai été sondée pendant plusieurs jours parce que j'arrivais plus à faire pipi toute seule. Tellement tout avait travaillé Tout avait là-dedans, quoi. bougé, ouais. Tout avait bougé. Donc c'est vrai que genre me voir avec tout ce sang dans le lit, la poche de pipi à côté, incapable de porter Ferdinand, tout ça, ça a été très brutal en fait pour moi. Je suis passée un peu de cet accouchement magnifique, tout ça, à une grande violence. Et surtout qu'après, j'ai pas dormi pendant plusieurs dizaines et dizaines d'heures. Donc c'était vraiment un gros choc. Une redescente assez violente, ouais. Ah ouais, Il y a- les hormones et tout. Il y a un truc, je trouve, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais vraiment on pense que la grossesse, c'est 9 mois, et puis hop, t'accouches, et puis hop, c'est bon. C'est ok, là, ça y est, t'as plus de bébé dans ton ventre, donc c'est terminé, le On peut travail passer à est autre chose, terminé. allez, Ouais, c'est voilà. parti, quoi. Ouais. Alors que la réalité, c'est précisément celle que tu décris, et c'est pas, comment dire, enfin, ça n'arrive pas qu'à toi, en fait. Non. Ce qui est le Non. plus rare dans le postpartum, c'est justement les témoignages de mères qui te disent, mais moi, j'ai ressenti aucune douleur, Mais moi, 24 heures j'ai après, été je en super courais, forme, ouais. il y a quand même Ils un... n'existent pas, hein, Ouais. ces témoignages-là. Hein. Pour Non. avoir vu des centaines de femmes, ils n'existent pas. En fait, il y a des femmes pour qui ça va bien se passer, que la mise en place va se passer de manière fluide, le rôle de mère va être facile pour elles à intégrer, on va dire. Mais personne ne te dira jamais qu'il n'y a pas eu de douleur, que ça n'a pas été un apprentissage. Il y a vraiment... moi, j'ai rencontré pour le documentaire des mamans qui vraiment... n'ont pas du tout eu le même postpartum que moi, mais pour autant qui s'accordent quand même pour dire que oui, les premiers jours, oui, c'est physiquement, c'est compliqué, mais il y a aussi beaucoup de personnes, et moi je le vois bien, et c'est ce que tu disais en début d'émission, on oublie, en fait, On oublie, beaucoup, ouais. beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi vocation à oublier, envie d'oublier. Mais pour, comme dans tous les traumas, en fait. Exactement. T'oublies des Mhm. choses. Ouais. Pour te protéger aussi, je pense. Vraiment. Tout hein. à fait. Et alors, est-ce que tu disais que tu t'étais préparée à l'accouchement? Est-ce que tu étais prête à ça Pour mon accouchement? pour ton postpartum? Ah non. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Mais moi, je suis tombée de 10 étages. Déjà, quand Neza m'a dit de me préparer au postpartum, là, j'étais enceinte de 9 mois, j'ai compris. Quand j'ai lu le mois d'or, quand j'ai lu son 4e trimestre de grossesse, je sais pas quoi, là, j'ai compris qu'il y avait un sujet. Et c'est là où j'ai ouvert la page Insta du doc, d'ailleurs. Mais je m'étais dit, mais moi, ça va aller.
Tu vois, moi, il n'y a pas de problème parce que déjà, moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste, positif. Et surtout, voilà, la grossesse se passait hyper bien. J'avais une confiance pas possible dans mon accouchement. Et en plus, il s'est bien passé. Donc, il y avait, enfin, dans ma tête, ça pouvait pas ne mal se passer. En fait, moi, je pensais que vraiment la composante qui faisait le succès de la maternité, entre guillemets, c'était l'amour. Et l'amour, j'en avais énormément à en donner, en fait. Mais sauf il y a pas que l'amour. Ah oui, tu te disais, en gros, l'instinct maternel va se révéler au moment de Je me l'accouchement. disais, il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de problème. Et ça, par contre, ce truc de il n'y a pas de problème, je l'ai complètement perdu pendant 2 ans. Mais là, il revient. Et ça fait plaisir, tu vois, de me dire, ok, là, c'est bon, j'ai passé un step, en fait. T'arrives à la fin de ton postpartum, en fait. J'arrive tout à fait à la fin de mon postpartum. Et ça fait plaisir, en fait, de voir cette évolution. Et c'est pour ça que dans le deuxième documentaire, il sera très différent du premier, mais c'est plus ça aussi que je vais chercher à questionner, en fait. C'est, ok, il y a le postpartum, mais il y a l'après-postpartum aussi, il y a la reconstruction, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que si on conscientise bien tout ce qui se passe, qu'on a les réponses à ces questions, ça promet une reconstruction fertile, on va dire. Ouais. Et du coup, peut-être pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu peux préciser, parce qu'on parle de ton documentaire depuis tout à l'heure, comment en fait il est arrivé ce documentaire, parce que c'était pas une évidence pourtant que voilà que tu fasses ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu t'es dit j'ai envie de le documenter? Alors c'est venu à ce même moment-là où Neza m'a parlé du postpartum et que j'ai fait des petites recherches. Je me vois encore mon gros bide, il faisait chaud là, c'était septembre, faire des recherches et je me suis dit ok, il y a un vrai sujet et j'étais déjà très très passionnée par l'accouchement, par tout ça. Enfin, c'est un process en fait qui est né chez moi au moment où Ferdinand est venu dans mon ventre. Toutes ces questions qui ne m'avaient jamais préoccupée, ou enfin, même je m'en foutais grandement et je pensais que vraiment c'était très ennuyant. Et ben toutes ces questions-là, comme j'allais le vivre cette maternité, et je me suis intéressée et ça m'a beaucoup beaucoup intéressée. Et je pense que vraiment la première déconstruction que j'ai eue, c'était avec cet accouchement, parce que je suis quand même partie de zéro info sur l'accouchement, à part ça fait mal, ça fait peur, faut s'inscrire dans une maternité, faut avoir une péridurale, à un accouchement à domicile. Donc, et je trouve que finalement j'ai fait un peu le même schéma avec le postpartum. Finalement, c'est déconstruire en fait un petit peu toutes ces cases, tous ces mythes que j'avais dans la tête et de me faire mon propre chemin en fait de mère. Et j'ai fait cet exercice finalement déjà avec l'accouchement. Et c'était extrêmement libérateur pour moi. Et je me suis vraiment sentie sur mon chemin en faisant un AAD, quoi. Et plus personne ne pouvait me convaincre du contraire. Et ça a été quand même ça, je pense, le premier step. Et ensuite, donc, quand Neza m'a parlé du postpartum, en lisant, je me suis dit, ok, c'est tabou, il y a un vrai sujet, il n'y a pas de documentaire, il n'y a rien qui existe. En fait, ça m'a paru... En fait, j'ai pas compris, tu vois. Pourquoi il n'y avait rien dessus? J'ai pas compris, ouais, vraiment. J'ai pas compris et ça... Ça va. Respire par le nez. Vas-y, tous, hein, tu as un verre d'eau? Je suis vraiment désolée. Non, t'inquiète, respire par le nez doucement. Et donc, du coup, c'était... j'ai vraiment été choquée, en fait, de me dire, ok, donc visiblement, c'est une période qui touche toutes les femmes qui vont accoucher, et il n'y a rien là-dessus. Et ça m'a choquée parce que... Et ça, je le dis avec du recul, parce que maintenant, j'ai compris aussi de quelle génération je fais partie. Et pourquoi on taisait tout ça, toute cette partie-là. Voilà, tu vois. Et ça m'a vraiment choquée qu'en 2020, à l'époque, il n'y ait rien. Et je me suis dit, je vais faire un documentaire là-dessus. C'était une idée. Ensuite, j'ai eu mon propre postpartum. Et là, je me suis dit... J'ai encore plus halluciné, en fait. Je me suis dit, attends, les femmes, elles vivent tout ça, comme ça. Et personne n'en parle. Et vraiment, et même aujourd'hui, ce sentiment... Il m'habite encore, tu vois. Mon cerveau, il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Maintenant, je comprends un peu mieux, hein, mais voilà. À ton avis, justement, pourquoi? Ce serait difficile de pouvoir y répondre en 2 minutes, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Déjà, c'est l'éducation, et qui rentre en jeu énormément. C'est l'éducation qu'on a reçue en tant que petite fille. C'est finalement, j'ai revu, en fait, après toute ma vie de fille... avec ces lunettes, de féministe finalement, et j'ai vu en fait que j'avais moi subi comme nous toutes un training un peu à la maternité depuis ma plus tendre enfance, que j'avais joué avec des poupons, que j'avais adoré ça, que j'avais joué au Barbie, que je m'étais imaginé plein de scènes, que j'avais aussi toujours dans les représentations que j'avais moi de la famille, du couple. Enfin, c'est un peu le life goal, tu vois, d'avoir des enfants pour une femme. Enfin.
Et tout ça était très profondément ancré en moi parce que je suis très profondément ancrée dans ma culture, en fait, finalement. Et, euh, et, et, bah, et, et, et oui, en fait, on montre ce rôle de mère comme étant le plus beau rôle de la vie d'une femme. Je suis d'accord avec ça. Mais du coup, on parle pas et on laisse pas la place finalement à ce qui ne va pas en termes de manière sociétale dans la prise en charge des mères en postpartum et aussi dans l'intime. Parce qu'il y a quelque chose, c'est que on est la première génération de femmes à libérer la parole à ce sujet. Il y avait sûrement, tu vois, mais on est les premières avec les réseaux sociaux à en parler aussi massivement. Et surtout, je pense Parce qu'on est les premières à avoir des réseaux sociaux et des ressources Exactement. aussi faciles Ouais, bien sûr. d'accès et de diffusion. Et même pour avoir parlé avec des grands-mères et des arrière-grands-mères pour le tournage du nouveau doc, là, c'était aussi qu'il y avait cette barrière de pudeur, on n'a pas le droit de parler de l'intime, on n'a pas le droit de se plaindre, il y avait vraiment ça. En fait, moi, vraiment, si je remarque une différence entre les générations de nos mamies, arrière-mamies et tout, et nous, c'est que nous, en fait, on revendique notre droit d'exister pour nous. Et ça, c'est une vraie différence. Et quand tu écoutes les mamies et tout, elles ne le vivaient pas pour elles. Elles ne prenaient pas Enfin, leur bien-être, c'était pas le truc numéro 1, quoi. Tu vois. Alors que moi, aujourd'hui, j'estime vraiment que j'ai le droit, en fait, d'être heureuse et que j'ai le droit de m'écouter et de vivre une vie pour moi. On arrête la mère sacrificielle. Exactement. Et, Exactement. Et donc, j'ai perdu le fil de ta question, comme je oui, mais on est faire. Non, mais c'est pas grave. C'est super intéressant. Mais en fait, c'est intéressant aussi parce que je voulais rebondir sur Manon qui disait, en fait, ton postpartum a duré 2 ans. Et il y a ce truc, je sais pas, toi, il a duré combien de temps ton postpartum? Je sais même pas s'il est fini. Officiellement, vu que j'ai accouché il y a 1 an, il y en a un qui est toujours en cours. Et le deuxième, vu que j'ai accouché il y a 6 ans, est terminé. Mais du coup, ça se compile, je sais pas, s'il y a un moment où il y a... Je sais pas. Mais il y a ce truc quand même où c'est hyper... on peut pas, c'est difficile de dire le postpartum, c'est 3 mois ou c'est 6 mois ou j'en sais rien. Enfin, non, c'est pas juste ça. Et c'est intéressant aussi de dire de quoi on parle juste. Parce qu'il y a plein de gens, quand tu dis postpartum, ils sont là genre... dépression du postpartum. Non. Pour moi, c'était ça. Oui. Je le reconnais. Du coup, je me disais, c'est bon, je suis informée, je suis au courant, je suis bien épaulée, bien entourée. Mais en fait, non, c'est pas que ça. Non. Mais je suis assez d'accord avec la définition que donne Anna Roy. Elle parle de 3 ans. 3 ans, complètement. Et en fait, ça Anna me Roy, semble sage-femme que vous connaissez peut-être, qui est chroniqueuse dans la Maison des maternelles. Et qu'on reçoit. Et qu'on reçoit peut-être très bientôt. Je ne veux pas faire de spoiler. Peut-être le mois prochain. Qu'on a déjà reçu aussi en vidéo, en interview. Enfin bref, elle est partout chez nous et on l'aime beaucoup. Grave. Beaucoup. Non, franchement, mais tu vois, avec cette définition du postpartum, je trouve que c'est très large. Mais en fait, ça regroupe, c'est tout ce phénomène de la transition de la jeune fille à la mère, en fait. C'est la matrescence. C'est la matrescence. Et en fait, je suis assez d'accord avec ces 3 ans, parce que tu vois, même moi, Ferdi, là, il a, on va dire, 2 ans et demi. C'est certain que je suis plus en postpartum immédiat. Pour moi, le postpartum immédiat... L'expulsion du placenta jusqu'au retour de couche. Ça, c'est le point de vue juste physiologique. Mais après, le point de vue mental, ça peut être vachement plus long. Non, pour moi, c'est vraiment... Il y a eu 3 phases dans mon postpartum. La première phase, c'était vraiment la phase de survie, qui a duré à peu près 6-9 mois. Où là, tout était... j'étais aux aguets, c'était que sur mon bébé, juste survivre à ce truc énorme qui m'arrivait. Et ensuite, ça a été la déconstruction pour moi de justement tous ces schémas de familiaux, qu'est-ce que c'est une mère, qui moi je veux être comme mère. Ça a été vraiment de questionner tout ça. Et ensuite, maintenant, la 3e partie, c'est la reconstruction. Et pour moi, le postpartum, il se termine quand la reconstruction, elle est achevée. Et je pense que même moi, là, à 2 ans et demi, j'en suis bien, j'ai quand même bien avancé. Mais c'est pas 100%. Je suis encore en train de construire la mère que je suis. Ça se construit toute la vie, je pense. Mais cette phase-là, un peu maman-bébé, juste ce rapprochement. Ouais, c'est ça. Mais je sens que j'en sors vraiment. Mais ça me laisse aussi 3 ans pour me dire, OK, en fait, j'apprends ce rôle de mère. 3 ans, c'est déjà ça fait redescendre la barre, quoi. Enfin, et moi, 3 ans, ça me va bien. Ouais, je suis assez d'accord, moi, avec ce que tu dis et ce que dit Anna, que le postpartum dure 3 ans. Je le vois vraiment comme ça. Par exemple, pour la naissance de ma fille, il y a vraiment eu j'ai fait une dépression du postpartum pour elle, ce que je n'ai pas fait pour mon fils qui est né l'année dernière. Et j'ai vraiment senti ce truc à rallonge. Il y a eu l'accouchement, il y a eu le retour de couche et tout ça. Ok, physiologiquement, je comprenais que le postpartum, ça concernait ça. Mais les idées noires, la déprime, le fait de ne pas vouloir être avec ma fille parce que j'arrivais pas à m'en occuper, enfin, je pensais que j'arrivais pas à m'en occuper, tous ces trucs, ça a bien duré 1 an quand même de dépression postpartum, donc c'était un peu violent.
et la fin de mon postpartum, les 3 ans complets où j'ai appris mon rôle. J'ai arrêté de faire le deuil de ma vie d'avant aussi, qui était quand même mon gros truc principal. Ça, c'est genre, c'est dur. je veux retrouver ma vie en fait avant, sans enfant. Là, je me sens piégée, je suis complètement prisonnière de ce rôle. J'en veux pas en fait. J'ai fait une erreur, reprenez-la s'il vous plaît, on passe à autre chose. Et ça, remboursé. Exactement. Je vous la ramène à la maternité avec un bon d'échange, un truc. Et ça m'a pris vraiment du temps au point que j'ai regretté mon rôle de mère pendant bien 2 à 3 ans. Jusqu'à ce que j'arrive à trouver un espèce de rythme qui nous convenait à tous dans la famille. Et ça a été long. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de deuxième enfant avant 5 ans. T'as attendu combien de temps? 5 ans? 5 ans. J'entends souvent ça, des mères qui disent je regrettais en fait ce rôle de mère et tout. Mais alors, je sais pas, tu vas me dire justement ce que t'en penses. Mais en fait, parce que moi j'ai ressenti ça aussi, mais j'ai très vite compris qu'en fait, c'était pas forcément... C'était pas de la faute, c'était de la faute finalement de la société Complètement. qui ne me mettait pas à disposition les infrastructures nécessaires, le soutien nécessaire, la bienveillance nécessaire en fait pour que moi je puisse m'épanouir dans ce rôle de mère. C'était exactement ça. Et parce que souvent, même sur Insta, on me dit mais est-ce que tu es dans le regret d'être mère et tout? Moi, je suis pas dans le regret d'être mère. Je suis dans le regret d'être en 2022 dans une société qui dénigre les mères, en fait. Oui. Et pour moi, il y a vraiment... Parce que j'entends souvent, tu vois, ça chez les mères et ça rajoute une culpabilité sur elles, comme si c'était de leur faute. Mais en fait, élever un enfant dans ces conditions-là, c'est horrible, en fait. En fait, et c'est juste qu'à un moment, on trouve les ajustements, on arrive à récupérer du sommeil et tout. Mais je pense que c'est important mais pas quand toutes, même de... en plus. Et pas toutes, hein. Pas toutes. Et c'est important quand même de dire, c'est pas vous, en fait, qui êtes pas à l'aise dans ce rôle de mère, c'est le rôle de mère qui n'est pas du tout pris en compte dans la société et du coup qui rend le job impossible, quoi. Ouais. Le monde n'est pas adapté, en fait. Mais c'est ça aussi pour moi le postpartum, c'est la découverte, même quand tu le sais, parce que nous, dans nos métiers, on s'intéresse à ça, la place des femmes dans la société une fois qu'on devient mère. Mais c'est quand même aussi la découverte hyper brutale de ce nouveau rôle dans lequel tu es aux yeux des autres, quoi. Ouais. Que ça vaut pour Comment la famille, tu es ça vaut pour... Je sais pas si vous avez des moments comme ça, un moment qui a été peut-être marquant à ce moment-là. Moi, on a arrêté de m'inviter aux soirées. Ah ouais? Ouais, après mon accouchement et pendant alors que tu aurais eu tellement besoin de ça. J'aurais tellement besoin, mais tellement d'une soirée à danser, à voir mes potes, machin. Et en fait, c'était juste une incompréhension. Elle m'invitait plus parce qu'elle pensait que j'en avais pas envie, que j'avais pas le temps, que j'étais trop occupée, machin. Alors que tout ce dont j'avais besoin vraiment, c'était une soupape de décompression, un truc pour... Ok, je sors un peu de ma bulle de mère, de couches, de machin, et je vais boire des coups, je vais voir mes copines, mes potes, j'en sais rien. Et en fait, on a arrêté de m'inviter, pas parce qu'on voulait plus de moi, mais parce qu'on voulait pas déranger. Et je disais, mais dérangez-moi, en fait. Ton mec, on l'invitait? Oui, par contre, évidemment. Évidemment. Non, moi, j'ai un souvenir qui restera, je pense, gravé. C'est Ferdinand, il devait avoir 3-4 jours et il faisait que de pleurer. Il avait déjà son RGO, mais on ne savait pas. Et c'était un RGO, c'est un reflux gastro-œsophagien. Je précise pour les gens qui ne sont pas au courant des termes. Qui rend le postpartum horrible, vraiment. Et en fait, on était tous les deux à bout de fatigue, surtout moi quand même, parce que je venais d'accoucher. Et on ne savait pas pourquoi il pleurait comme ça, ce petit bébé. Et comme on n'était pas à l'hôpital, on n'était que tous les deux face... à ça. Ça devait être très, très angoissant. Ouais, hyper, hyper dur. Et Constantin, il m'a dit, mais c'est toi qui sais, c'est toi la mère. Ah non. Si. Wow. Mais en plus, quand ça vient de ton c'est mec, dur. Ah oui. Mais ce qui est fou, et ça, je l'ai compris aussi après, c'est que pour lui, c'était pas méchant. Il pensait vraiment ça. Parce qu'il a été éduqué avec cette idée-là aussi. Ouais, c'est ça. Et quand je lui disais, mais pas du tout, tu vois, ça a créé pas mal de conflits. Et ça, c'était... en fait, là, tout de suite, j'ai compris ça, tu vois. Mais c'est pas pour rien qu'on fait porter sur les mères toutes les responsabilités du monde de leurs enfants, de ce qu'ils font, de machin. C'est toujours la faute des mères. Quoi qu'il se passe, c'est toujours la faute des mères. Ouais. Et toi, Marie-Stéphanie, t'as une anecdote? Mais je crois que je l'avais déjà raconté la dernière fois. Non, moi, c'est vraiment le premier rendez-vous chez le pédiatre. Oui. Le deuxième ou troisième rendez-vous chez le pédiatre et où j'étais... je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais du coup, je la raconte. J'étais avec mon mari. Et nous, on ne sait pas trop ce qu'elle avait, si c'était ce qu'on appelle les coliques, un peu un terme dans lequel on met tout. C'est pour dire que c'est pour justifier qu'un bébé pleure.
alors qu'il pouvait y avoir 1000 raisons, mais on nous a dit elle a des coliques. Donc on a essayé de changer plein de laits différents. Et on s'est retrouvés chez notre pédiatre, qui est un super pédiatre, mais comment dire, capé sur ce que la société, le reflet de ce que la société à l'ancienne école. Et en fait, il s'adressait qu'à moi. Il me disait... il disait alors quand madame lui donnera le biberon et tout, et il y avait mon mari à côté qui était là et qui me regardait, puis il regardait le pédiatre, puis il me regardait, il était là genre coucou, je suis là moi aussi, j'existe. Et en fait vraiment à ce moment-là moi je me suis dit mais pourquoi en fait, tu vois, est-ce que je suis entrée dans ce cabinet en disant je suis la seule responsable de ce bébé? Non, il y avait rien, on était là tous les deux en plus, il y avait aucune raison qu'il se tourne plus vers moi que vers lui. Mais non, mais c'est parce qu'on estime que, voilà, comme ton mec te l'a dit à ce moment-là, bah, t'es la mère, donc tu le sais mieux, quoi. Ouais. C'est toi qui as le mode, le manuel de fabrication, donc tu sais comment gérer l'après, quoi. Ouais. En gros, t'es le SAV. Ouais. Voilà, tu l'as fait, tu sais comment ça fonctionne. Alors non. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu comment, du coup, parce que c'est quand même... moi, je disais que c'était un bus qui nous avait roulé dessus, en fait. Ouais. Donc, c'est une période où, quand même, t'en oublies de manger, t'en oublies de te toucher, t'oublies des choses qui sont un peu basiques, fondamentales. Comment vous vous en êtes sortis, en fait? Tu vois, toi, par exemple, qu'est-ce que t'as pris de ton premier postpartum pour améliorer le deuxième? Qu'est-ce que t'as fait pour te dire, OK, il faut que je m'aide moi-même si les autres ne m'aident pas, en fait Moi, ce que je remarque, la différence entre mes 2 postpartums, c'est que pour le deuxième, j'ai arrêté de vouloir croire que je pouvais y arriver toute seule et que non, ça va se faire, je vais bien y arriver un jour. Non. En fait, là, cette fois, j'ai accepté l'aide et j'ai demandé de l'aide. Ce que je ne faisais pas avant, j'ai demandé à ce qu'on vienne pas me voir à la maternité. J'ai demandé à si on vient à la maison, ramener de la bouffe, en fait. Venez pas les mains vides et je m'en fous des doudous. J'ai demandé des trucs pour m'aider un peu à surmonter tout ce truc. Et surtout, ce que j'ai eu de différent entre mon premier et mon deuxième, c'est que j'ai eu un mec vachement plus présent. C'est le même père pour les 2, sauf que lui, il a découvert tout son rôle de père à peu près 4 à 6 mois après la naissance de notre fille. Il a vraiment mis beaucoup de temps avant d'intégrer le truc, de le gérer, de le comprendre. Et en fait, on s'est retrouvés sur 2 plans différents pendant mon premier postpartum, tandis que pour le deuxième, il a géré, mais c'était impressionnant. Et il gère toujours autant. C'est lui qui s'est arrêté de travailler pour garder notre fils jusqu'à là, il y a quelques mois encore. Il a vraiment pris la tendance dans l'autre sens. Et bordel, la différence que ça fait d'avoir un coparent qui fait sa part réellement. Et ça, pour moi, ça a été la différence la plus énorme. Et c'est comme ça que j'ai pu gérer le deuxième postpartum par rapport au premier. Sans que tu aies à le demander. Sans que j'ai à le demander. C'est important sans que j'ai à le demander. Préciser aussi. Bah oui. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place ou comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Nous, c'était vraiment, je pense quand même, c'est sûr d'ailleurs, une situation assez spécifique, une situation quand même d'urgence, parce que vraiment, avec le RGO qui était hyper fort de Ferdinand, ça donnait des journées de pleurs et des nuits de pleurs, et il s'endormait vraiment que 20 minutes par 20 minutes. Et puis en plus, complètement à la verticale. Ouais, il dormait sur nous, et après, il a eu une proclive, un truc horrible. Horrible, une espèce de matelas en mousse à genre 60 degrés où il dormait accroché à une culotte, tu vois, l'enfer. Oui, carrément. Oui, pour pas qu'il soit allongé et que les reflux oh là là, le pauvre. S'étouffe, tu vois. Ouais. Et surtout, ça lui faisait trop mal, mais même alors déjà, au constructeur de Proclive, c'était un espèce de scratch horrible, donc déjà quand tu voulais le mettre dedans ou le retirer, ça faisait un bruit pas le possible. Bruit terrible pour le réveiller. En plus, c'est ça. Déjà que hyper tu agressif. mettais genre des heures à l'endormir. Et donc tout de suite, en fait, nous, on était dans une situation vraiment d'urgence, quoi. Et moi, j'ai l'impression d'être tombée folle, hein, vraiment, de manque de sommeil et surtout d'hypervigilance. Hypervigilance, parce que quand il avait 15 jours, il a fait un malaise, du nourrisson, donc un postpartum très compliqué dès le début. Et nous, le père de Constantin, il nous a offert des nounous de nuit. Elle venait, Béatrice. C'est la vie. La vie, alors je ne connaissais pas. J'avais jamais entendu parler de ça avant. Déjà me dire que j'aurais jamais été en capacité de me dire que j'allais payer pour dormir, tu vois, déjà.
Mais C'est un concept, mais en vrai, ça sauve la vie. Ça sauve la vie. Et donc Béatrice, elle venait 3 fois par semaine pendant 1 mois. Elle arrivait à 20h et elle gérait le petit jusqu'à 7h du mat. Waouh. Donc ça m'a permis en fait de lâcher un peu, déjà de plus l'avoir tout le temps dans les bras. Après, le truc, c'est que moi, j'allaitais. Et c'était les débuts de l'allaitement et que je tenais beaucoup à mon allaitement. Donc en fait, je me levais toutes les 2h30 et j'allais tirer mon lait. Et j'attendais 20 minutes le tirage. Ensuite, je devais nettoyer les objets et ensuite retourner me coucher. Donc en fait, finalement, même avec une nuit, tu dormais pas plus. Très peu. Et mais ça me permettait déjà, je me souviens, de plus l'avoir juste dans les bras. Et ce qu'en fait, on se rend pas compte parce que c'est des petites bébêtes, elles font 3-4 kilos. Mais porter 3-4 kilos jour et nuit, ça fait un mal de chien en fait pour des bras qui sont inhabitués finalement. Et maintenant, j'ai des... laisse tomber. Waouh. Mais du coup, on a géré ça avec Béatrice. Puis ensuite, on s'est fait aider parce que nous, on n'a pas notre famille. Enfin, moi, j'ai pas ma famille à côté. La mère de Constantin, elle était à côté, mais personne ne se sentait de prendre Ferdinand. Enfin, c'était tellement difficile, pas possible. Du coup, on s'est beaucoup fait aider par des nounous comme ça. Et franchement, c'était pas suffisant. Quand je regarde comment ça s'est passé... en fait, moi, je pense vraiment que ça a été non-assistance à personne en danger. Quoi, tu vois. Dans ces cas-là, oui. Et je trouve ça fou, en fait, qu'on nous ait laissés dans un état comme ça. Vraiment, je suis encore en colère, quoi. Ouais, mais on en revient un peu à ce qu'on disait au début de l'émission. C'est ce truc, genre les 9 mois sont terminés et après... Roulez jeunesse et démerdez-vous, quoi. C'est ce qui est fou parce que pourtant, l'accompagnement... Enfin, moi, j'ai trouvé que l'accompagnement dans la grossesse, dans l'accouchement était... Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu un accompagnement que j'ai trouvé complet, satisfaisant. Mais derrière, l'accompagnement, mis à part, tu as une visite obligatoire ou 2 peut-être de la sage-femme. Moi, à l'époque, c'était une. Ah non, oui, après, moi, elle est venue pendant 1 semaine, Nisa. Mais 1 heure par jour. En fait, elle arrive, t'es là, t'as pas dormi. Enfin, tu vois, c'est pas. Enfin, je pense que c'est déjà bien. Hein, vraiment, oui, puis il me semble que tu as 3 séances remboursées par l'assurance maladie de visite de sage-femme à domicile après l'accouchement. C'est plus, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est d'accord que c'est plus pour checker un petit peu, voilà, si tu as eu une épisiotomie, où t'en es physiquement, etc. Cicatrice de césarienne. Voilà, elle te pose quand même la question de psychologiquement comment ça va et tout, mais c'est quand même pas suffisant. Maintenant, depuis juillet, tu as un entretien post-natal 4 à 8 semaines après l'accouchement pour justement dépister des possibles dépressions postpartum, mais c'est hyper récent. Et encore, cet entretien n'est pas obligatoire. Donc, celles qui sont dans un tourbillon, qui sont dans un nuage et qui sont... c'est pas péjoratif du tout, hein, c'est plus ceux qui sont dans le brouillard, peuvent refuser ce rendez-vous et être laissées en fait complètement à elles-mêmes. Et c'est pas... Alors, ça part d'une bonne intention et heureusement qu'il y a maintenant cet entretien postnatal, mais c'est encore pas suffisant. Je pense qu'il faut d'autres actions beaucoup plus grandes. Non, mais c'est certain. Et c'est surtout que en fait, ça s'arrête pas qu'à la première semaine ou à la deuxième semaine. C'est beaucoup plus long que ça. Les pics de dépression postpartum, le premier il a 3 mois, ensuite c'est à 9. Donc parce que c'est quand la fatigue elle s'installe en fait finalement. Que ça devient chronique et plus juste moi, passager. Je me sens sur Insta, il y avait un moment parce que j'ai tout de suite vite partagé la vie, des débuts de vie avec Ferdinand. Et j'étais à 4 mois de postpartum et j'étais là mais je vais mourir en fait. Et il y a une maman sur Insta qui m'avait dit moi, tu veux voir, le pire, c'était vers les 9-10 mois. Et j'étais là, quoi ? Genre, comment ça peut être pire ? Et en fait, c'est vrai, quoi. C'était vrai. Mais ce qui est aussi fou, c'est qu'on survit, quoi. Enfin... Il y a aussi ce truc des mamans qui allaitent, la chute d'hormones qui se fait beaucoup plus tardivement. Ah ouais. Et puis et surtout, un truc aussi dont on parle pas, c'est la chute d'hormones quand tu arrêtes l'allaitement. C'est ça, en fait, parce que si tu n'allaites pas, tu as la chute d'hormones à la suite de l'accouchement. Mais si tu allaites, en fait, ta chute d'hormones peut arriver genre 9 mois, 1 an après. Moi, j'ai eu 2. Baby blues et après. Et tu peux effectivement avoir les deux. Et ça, je trouve que c'est pas du tout assez dit en fait. Non. Parce que c'est pareil, personne ne va se dire ah bah oui, tu peux faire une dépression du postpartum 9 mois après avoir accouché. Bah si, en fait. Ouais, tu penses que tu en es sorti et que c'est bon, rouler jeunesse. Et en fait, non, ça peut revenir. Après, il faut pas penser que la dépression du postpartum et pour toutes les femmes qui ont un postpartum. J'avais noté des chiffres, histoire d'être hyper sérieuse. Regardez-moi tout ça. Il y a que
Alors, c'est des chiffres qui sont un peu biaisés, je pense, parce qu'il n'y a que 10 à 20% des femmes qui développeraient une dépression du postpartum, d'après Amélie.fr. Mais le nombre de femmes qui ne disent pas, qui ne parlent pas de tout ça, je pense que les chiffres sont beaucoup plus gros. Tandis que pour le baby blues, qui n'est pas la dépression du postpartum, c'est vraiment la chute hormonale après l'accouchement. Là, on est plus à 50 à 80% des femmes. Donc, dans les 3 jours après l'accouchement, si pendant une semaine, vous chialez absolument tout le temps, c'est normal. Si ça continue après ça, non. Ce n'est pas normal. C'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment en parler et ne pas hésiter à se faire aider. C'est hyper important. Et les 20%, non, ils sont complètement biaisés parce que... C'est plutôt 30 à 35 ans. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait un sondage qui a pas mal tourné sur Insta et on a récolté 8000 réponses. Donc ça fait un gros panel. C'était 35%. 35% de dépression postpartum, c'est énorme. C'est énorme, ça a augmenté avec le Covid. Ouais. Et aussi, un truc, tu vois, on parle de la dépression du postpartum, on parle du baby blues, mais... Moi, il y a un terme que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il englobe beaucoup de choses qu'on ne dit pas souvent, c'est les difficultés maternelles. Et ça, c'est 80% des femmes qui vont passer par des phases de difficultés maternelles. C'est-à-dire, une difficulté maternelle, c'est pas un jour ou deux où c'est compliqué, c'est vraiment sur plusieurs semaines où tu n'es pas en dépression, donc tu prends pas les antidépresseurs, t'es pas suivi, mais putain, c'est dur. Tu vois. Et ça, qui ne l'a pas vécu, en fait. Pour qui ça a été facile complètement? Personne. C'est pas possible. Si, dans le documentaire, il y a des mamans qui me disent que ça a été facile. En fait, il y a aussi un facteur qui joue, c'est le facteur bébé. Oui, bien sûr. Bah oui, si t'as un bébé. Mais c'est ça. Mais moi, avant d'accoucher, je me souviens, je devais relire le manuscrit de mon bouquin pendant mon postpartum, enfin pendant mon congé mat. Et la plupart des nanas autour de moi me disaient « T'inquiète, un bébé, ça dort 18 heures par jour, tu vas le poser à côté, comme ça, tu pourras bosser. » C'est du gros mytho. Et en fait, je croyais ça. Et en fait, je pense pas qu'elle m'ait menti. Je pense qu'elles, c'est comme ça qu'elles l'ont vécu. Ouais. Parce qu'elles avaient peut-être un bébé qui dormait. Et c'est ça, c'est ça. Moi, ma Nina que j'ai interviewée pour le documentaire, son mec, il est resté avec elle pendant, je crois, les 3 premiers mois de son congé mat. Un bébé qui a dormi très facilement, qui était très calme, très posé. Et ça a été facile. Et là, elle a le deuxième. Et c'est pas la même. Pas du tout pareil. Ouais. qui fait bronchiolite sur bronchiolite, qui fait toujours pas ses nuits. Il a 6-7 mois maintenant. Et genre là, elle me dit waouh, maintenant je comprends. Mais finalement, tant mieux qu'il y ait des postpartum qui se passent bien comme ça. Et il y a une grande composante, c'est la composante bébé, c'est la composante familiale. En fait, il y a tellement de choses qui jouent, on ne peut pas savoir. En revanche, moi, ce que je remarque quand même, c'est que les mamans qui ont passé un postpartum difficile et qui se sont fait accompagner, ça peut être soit l'accompagnement, enfin une thérapie par la parole, que ce soit par les réseaux sociaux, ou aussi une thérapie médicale, on en ressort de là avec une certaine force. Oui, clairement. Clairement. Alors, ça tombe bien, parce que... Attends. Tous les mois, vas-y, je t'en prie, accompagne est-ce que je peux rapprocher mon micro? Regardez ça. Là, c'est de l'ASMR. De l'ASMR xylophone en bois. Dans cette émission, on a une chronique qui s'appelle Demande à ta daronne. Et ce mois-ci, c'est Jenny qui nous a envoyé une question sur Instagram que vous allez voir s'afficher à l'écran. La question est la suivante. On vient un peu d'en parler, mais là, on va très concrètement donner des petits conseils. Comment y survivre? C'est le deuxième ici et c'est toujours l'enfer. Point de suspension. Jenny, on va te répondre. On va essayer de te donner quelques petits conseils. Voilà, on a déjà donné des petits tips, mais bon, concrètement, comment on survit à ça? On est au courant, ça peut arriver. Ça n'arrive pas forcément. Il y a des mamans à qui et des papas à qui ça n'arrive pas. Mais il y en a d'autres, comme nous 3 autour de la table, à qui ça arrive. Écoutez, on a un beau panel. On aurait bien aimé avoir ces conseils. Ouais, j'avoue. Voilà. Moi, je pense que mon premier conseil, ce serait de déléguer le plus possible. Arrêter de vouloir tout gérer, parce qu'on ne peut pas tout gérer. Et c'est pas grave de ne pas pouvoir tout gérer. Et déléguer à qui on peut, que ce soit avec des nounous de nuit, si on a le budget, des nounous de jour, c'est un peu moins cher. Le coparent qui doit être là, si possible. S'il n'est pas là, si vous êtes maman solo, de la famille, des amis. Vraiment, essayez de déléguer tant que vous le pouvez et ne pas culpabiliser parce que vous le faites. Ça, c'est ma première recommandation qui est assez... J'insiste. Voilà. Ensuite, je dirais d'essayer le plus possible de s'organiser en amont, comme tu as pu le faire, justement, de découvrir le thème postpartum avant d'accoucher. Ça peut être pas mal et pas comme moi, 3 jours après, en me disant « Quoi, le postpartum? Quoi ?»
Voilà, ce qui peut-être explique des choses, c'est possible. Mais ouais, s'organiser et ouais, demander de l'aide autant que possible, accepter l'aide quand elle arrive. Et Ouais, déjà, pas avoir accepter honte que ça prend du aussi, temps, quoi, tout ça. Ouais, pas avoir honte, accepter de pas y arriver, en fait, tout simplement. Enfin, Oui. accepter l'aide. Moi, je me souviens que, franchement, si on me proposait, mais je peux aller te faire des courses, j'étais là genre, non, t'inquiète. Non, mais ça c'est va aller, bon. je le ferai plus Tu sais, tard. comme on a toujours l'habitude de faire, Ouais. en fait. Genre, Non, non, faut je dire vais y oui. arriver. Mais oui, en fait, Dites il faut pas hésiter. Vraiment. Je sais pas si t'as des autres tips comme ça, Eve. Bah, pour moi, ça serait de s'entourer avec des femmes qui vivent la même chose Mm, que mm. nous. Et le Club Poussette. Et le Ah, Club mais c'est ce que- Poussette, mais oui, complètement. Bah, Quelle transition. franchement, Quelle transition. Non, mais enfin. Tu peux nous dire ce que c'est le Club Poussette? Le Club Poussette, c'est une association qui est présente aujourd'hui dans 120 villes en France et dans plusieurs pays. Et en fait, l'idée, c'est de rencontrer ces nouvelles copines. Puisque on sait toutes autour de la table, puisqu'on a des enfants, que nos sujets de conversation ils changent drastiquement et qu'on est beaucoup plus intéressé par son bébé, son développement, ses problèmes, nos problématiques que peut-être, je sais pas, l'actualité, la guerre dans le monde, Le taf. le taf, voilà. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est d'être en décorrélation avec mes amis qui, pour le coup, m'invitaient pas mal à sortir, mais où moi, j'étais tellement fatiguée et tout que c'était pas forcément ça dont j'avais besoin. Et en fait, je me retrouvais au parc tout le temps, toute seule là, parce que tu sors ton enfant 3 fois par jour. T'as que ça à faire de toute façon. Ouais, donc, ça. des tours de Et, parc. J'en tour peux du plus parc. des parcs parisiens, c'est l'enfer. Exactement, et vraiment de me dire, mais quelle solitude, quoi. Et de me dire, on ferait mieux quand même d'être ensemble pour ce moment-là. Et donc, l'idée du Club Poussette, c'est de pouvoir rencontrer les mamans qui sont en postpartum dans ta ville. Alors, si c'est des grosses villes dans ton quartier, hein, l'idée, c'est vraiment d'être local Mhm. et de se réunir une fois par mois à travers un grand rassemblement de ta ville. Et puis, tous les jours, en fait, quand il y a des petits rassemblements qui sont organisés, genre, ah, tiens, je suis à tel parc, je vais faire une balade, tiens, moi, je suis là, voilà. Et donc, c'est ça, le club Poupou, comme on l'appelle. Club Poupou. Le club Poupou. Et ça c'est- marche, ça fonctionne? Et c'est surtout aussi, pour terminer, parce que c'est quand même important, des groupes WhatsApp, en fait, dans toutes les villes, où les mamans peuvent échanger entre elles un peu. Trop bien. Ça échange vraiment en permanence, c'est assez impressionnant. Et puis là, on est en train de développer une application quand même qui sera vraiment chambée, mais on est surtout en demande et en recherche de subventions. Donc à terme, ça sera vraiment une application, ça sera vraiment pas mal. Parce que là, c'est vraiment assez pesant comme organisation, c'est assez lourd. Parce que oui, ça marche très bien, on est quasiment 10 000 dans le Club Poussette C'est aujourd'hui. énorme. Waouh. Ouais, Sur toute la France? dans le monde. Tu disais Dans le 26 monde Ouais. villes. Tu sais quel pays? 126. Ah oui, d'accord. Oui, on est au Congo, on est dans les Dom-Tom, on est dans tous les pays du Benelux. Il y a aussi, on est à Malmo. On est vraiment dans pas mal de pays. C'est quoi. On est à génial. Barcelone. Enfin, Et en plus, ça a été créé il y a peu de temps. en avril. Oui, c'est ça. Ouais. Je précise, on est en décembre. Voilà. En avril, ouais. Donc, non, c'est un mastodonte énorme. Et tellement énorme que moi, j'ai un peu fait un burn-out du Club Poussette, tu vois. Et que Ça a été trop. c'était trop, ouais. Trop. Mais en fait, je pense que si c'était ma seule activité, ça serait formidable. Oui. Mais comme j'ai beaucoup de trucs à côté. Tu fais pas mal de choses, quand même. Ouais, je fais beaucoup de trucs, du coup, en fait. et Deux, j'ai- en trois fait, choses, ça va. Ah, c'est ça. Du coup, j'ai délégué en fait au bureau qui travaille avec moi sur ces sujets. Donc, Julie, Vanda, Pauline, Mélissa, qui font un taf immense. Et moi, je suis en mode. Je ne peux plus en fait m'occuper de tout ça. Et pourtant, j'aimerais. Hein, tu vois, il y a 3000 trucs que j'aimerais faire. Oui, mais on peut pas Mais, tout gérer de front. Exactement. Et C'est un travail pour moi aussi de dire. ouais. Mais j'ai bien appris à déléguer. Hein. Là, les filles, Ouais. elles m'ont pas vu depuis, genre, je pense, 1 mois et demi sur le Slack du Club Poussette. Donc, vraiment, c'est à elles qu'on doit, que le fait que l'association, elle vive, et surtout à nos tatas. Parce que là, ça fonctionne, en fait, de manière à ce que on a des tatas bénévoles par ville qui organisent les rassemblements et qui gèrent le groupe WhatsApp et tout. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Mais du coup, c'est aussi beaucoup, beaucoup de gestion. Et voilà. Et du coup, là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui veut rejoindre ce Club Poussette, elle doit faire quoi? Allez sur Insta. Ok. Et il y a le lien en bio normalement pour l'inscription. Elle doit remplir un petit questionnaire, genre t'habites où, ton année de postpartum. Et donc c'est pour les mamans, c'est un groupe non mixte. Et c'est juste pour les mamans. Et c'est pour les mamans de 0 à 3 ans.
Et c'est pas impossible qu'il y ait le club trottinette qui se crée pour Oh, merde. 3 à 6 ans après. Maintenant, tu es concernée par les deux. Moi, je suis dans le club poney déjà, tu sais. Je peux pas être partout. Mais alors, n'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions si vous en avez ou des réactions. Tout simplement, je vois qu'on nous dit bonsoir. Et moi, j'aimerais bien savoir, tu as des retours justement de ces femmes qui font partie du club Poussette parce que c'est quand même une communauté puissante. Ah mais c'est un truc de ouf. C'est pratiquement tous les jours des retours, des photos de mamans qui se rencontrent. Je pense notamment à Tatiana qui m'a envoyé une photo il y a pas longtemps qui est au club 7 de Nantes et qui m'a envoyé 4-5 mamans ensemble et elle m'a envoyé c'est grâce à toi si j'ai des copines sur Nantes parce qu'elle c'est génial. Et c'est vraiment très souvent comme ça et c'est fou le club Poussette. Franchement, c'est fou. Tu as créé une communauté, en fait, de gens qui se rencontrent, qui parlent de leurs difficultés, de leur... c'est énorme. Et surtout, en fait, c'est vraiment rompre l'isolement, quoi. C'est ça. Et puis, c'est super bienveillant, quand même. C'est vraiment très bienveillant. Enfin, tu vois les rassemblements du Club Poussette, enfin, c'est que des mamans qui sont concernées par les mêmes choses. Donc, en fait, ça match tout de suite. C'est ça. Genre, les points communs sont déjà là, quoi. C'est ça. Et surtout, je pense qu'on reste encore suffisamment, entre guillemets, petits et que du coup... Enfin, petits. C'est-à-dire que elles viennent toutes aussi, quand même. De base, ça vient beaucoup de ma communauté, de ma page Insta. Et c'est des mamans, tu vois, qui sont pas dans cette idéalisation, justement. Sinon, tu serais pas sur ma page Insta. Et du coup, ça fait tout de suite aussi des connexions, des connivences. Genre, ok, on peut parler. On peut dire les choses. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de non. sourillons et disons que c'est que du bonheur. On arrête les conneries 2 secondes et on parle des vraies choses, quoi. Et puis, il y a des règles assez strictes quand même au Club Poussette. C'est interdit de faire du démarchage commercial. Les tatas, elles sont vraiment en charge de ça pour vérifier aussi que ce soit vraiment une safe place et qu'il n'y a pas un tel qui vient vendre ses produits, machin truc. Même moi, je parle jamais du documentaire. Enfin, tout le monde vraiment se plie à cette règle pour que ça soit vraiment... safe, quoi. Ouais, que c'est vraiment une fonction, une utilité, que ça en reste là. Ouais. C'est super. Alors, c'est fou là, parce qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent. Je ne sais pas comment ça se fait, mais là, il y a quasiment 80 personnes qui nous rejoignent. Donc, bonjour. Nous sommes bonsoir 241. à tous et à toutes. Trop contente de voir qu'il y a du monde qui nous rejoint sur ce live. Petit reminder, on est en direct avec Ève Simonet, qui est la cofondatrice de la plateforme de streaming On Suzanne et la présidente du Club Poussette dont on parlait à l'instant. Nous parlons postpartum, globalement. Nous parlons postpartum. Depuis bientôt 1 heure. On a parlé déjà de pas mal de sujets, mais si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser. Tant que ce n'est pas des questions médicales ou des conseils dont vous auriez besoin, auquel cas on vous renvoie vers votre sage-femme ou votre gynéco. Pour les conseils médicaux, juste comme ça, revenez dans 1 mois. Je pense que oui, voilà, on a teasé un petit peu. Répondre. On a teasé un petit peu à Narwa, qui sera là. Prochaine émission. On peut le dire, elle sera là dans la prochaine émission. Donc on aura une discussion sur le postpartum beaucoup plus médicale, du coup. Quand là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment on l'a vécu, comment tu l'as vécu, comment on l'a vécu. Alors, ce postpartum, ça a aussi provoqué en toi une prise de conscience féministe. Tu en parlais au début de l'émission. Est-ce que tu veux nous raconter ? Ah ça a été le jour et la nuit, quoi. Il y a eu un avant et un après ce postpartum. Et le réveil féministe en fait grandement partie. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais jamais posé ce mot féministe sur toutes les luttes qui déjà... m'animait bien au début de mon postpartum, puisque très vite j'ai vu l'injustice en fait là-dedans, dans le traitement sur les mères, sur le traitement sur moi-même. Enfin, je trouvais ça vraiment pas sympa en fait, et j'étais pas contente, et surtout avec tout ce qui s'était passé, enfin la mauvaise prise en charge, enfin ça a vraiment réveillé beaucoup de choses chez moi. Et en fait, c'est seulement il y a 1 an, l'année dernière en décembre, où j'ai lu un livre de Mona Chollet, et je me suis dit mais quand même en fait elle pense beaucoup comme moi, celle-là, tu vois. Et qu'en fait, j'ai posé des mots sur tout ce réveil qui se passait chez moi, tout ce feu un peu qu'il y avait chez moi. C'était lequel ? Tu peux nous dire quel livre ? C'était Sorcière. Okay. Et on était sûrs. Et en fait, j'ai pris conscience que ce que je vivais moi de manière intime, c'était un débat collectif. Et donc ça, je l'ai pas pris en compte, enfin je l'ai pas réalisé que via Sorcière, c'était surtout parce que je venais de passer quasiment 8 mois à aller à la rencontre de mères et de familles, et en fait là tout de suite déjà ça a été très clair pour moi parce que je me reconnaissais dans tout ce que disaient les mères.
c'était fou. Enfin, en fait, mon expérience, qui était une expérience intime que j'avais vécue quand même dans la douleur, j'avais quand même ce truc de me dire, bah, c'est parce que t'étais pas assez préparée, ou c'est parce que, je sais pas, toi t'es égoïste, t'aimes trop ta vie d'avant. Ou... En fait, c'était retourné contre moi. Et du coup, j'étais beaucoup, je pense, dans l'autodestruction, et je l'ai été toute ma vie d'avant. Et à me dire, c'est moi le problème. Et en fait, en allant faire ce documentaire, je me suis rendu compte que je n'étais pas le problème. Et que c'était vraiment... on était victime, en fait, de tout ça, de cette mauvaise prise en charge, de ce lavage de cerveau qu'on subit depuis qu'on est enfant, et que tout ça pourrait se passer surtout différemment. En fait, moi, vraiment, ce qui m'a... vraiment, je me suis dit, en fait, on est en capacité de faire changer les choses, on est en capacité d'arrêter que les femmes souffrent, et que ça se passe beaucoup mieux, en fait, dans tout. Et ces réponses, elles ont été déjà pensées par d'autres femmes, et ça s'appelle le mouvement du féminisme. Et ça, vraiment, ça a été une révolution pour moi, parce que je pense que je suis quelqu'un de très... je sais pas intellectuel, mais j'aime bien intellectualiser les choses pour comprendre, en fait. Et du coup, j'ai pu m'ouvrir à la littérature féministe, et du coup, j'ai pu avancer très, très, très vite dans toute ma compréhension de toutes ces luttes, finalement, parce que j'ai compris que la lutte des mères, c'était aussi la lutte contre le racisme. Enfin, voilà, mon cœur, il s'est vraiment ouvert à tout ça pendant ce postpartum-là. Et ça a été à la fois hyper, hyper libérateur. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être devenue moi-même avec la naissance de mon fils et avec ce réveil féministe. Mais à quel prix ? Oui. Ça m'a coûté très cher. Très très cher, parce que toute ma vie elle a volé en l'éclat. Enfin, j'ai coupé avec la plupart de mon entourage, parce que je suis quand même quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. Visiblement, oui. Et donc en fait, pour moi, ce réveil-là, ça a été suivi d'une prise de conscience très forte qui a fait que ma vie elle s'est totalement réaménagée. Je me suis séparée du père de mon fils, je me suis séparée de la plupart de mes amis, j'ai coupé les ponts avec mon père, parce que je me suis rendu compte que tout ça c'était toxique autour de moi. Mais du coup, il y a un moment où je me suis retrouvée très seule aussi. Et là, c'est pour ça que je dis que je suis dans la phase de reconstruction, parce que je recommence vraiment à m'entourer bien, avec des personnes qui me font du bien à moi. Et surtout, je pense que ce qui change beaucoup avec avant, c'est que je suis à l'aise avec moi-même. Tu vois, je suis à l'aise toute seule, en fait. J'ai plus besoin de T'as plus personne besoin, pour vivre. c'est ça. Et ça fait vraiment du bien, en fait, de se sentir autonome dans ses émotions, dans ses sentiments. Et donc, ça a été une renaissance pour moi, quoi. Une renaissance totale, quoi. J'avais l'impression, avant, j'étais en veille. Et j'aurais pu continuer longtemps en veille, en fait. Et aujourd'hui, je suis sortie de la veille, quoi. Ah, t'as pris la pilule bleue ou Ouais. la pilule rouge? C'est laquelle de pilule pour le féminisme? C'est la rouge, je crois. Mais J'en profite pour dire dans le chat que j'ai rajouté la bande-annonce du fameux documentaire de Eve dont on parle depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à le regarder depuis chez vous, parce qu'on ne peut pas le partager sur Twitch, parce que vous comprenez, il risque d'y avoir de la peau et peut-être même du sang et peut-être même, oh mon Dieu, des seins. Que dis-je? Donc Twitch ne veut pas de nous. Donc regardez la vidéo de votre côté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On a très très hâte de lire vos avis. Et aujourd'hui, si on veut voir le documentaire, où est-ce qu'on va? Alors, jusqu'en mars, à peu près, mars-avril, où on va sortir On Suzanne. Donc après, d'ici avril, ça sera sur On Suzanne. Mais sinon, en attendant, c'est sur la plateforme dédiée du doc. Donc ça s'appelle postpartum-ledocumentaire.fr. N'hésitez pas à aller le regarder. Vraiment, c'est un gros point dans la face. Ouais. C'est assez ouf. J'en ai chialé, mais laisse tomber. C'est vrai. Toujours. Proche du micro. Alors, on n'est pas suffisamment proche du micro, me dit Ezoc. Merci beaucoup. Okay. Bonjour Ezoc. Bonjour. Manon, t'as eu une prise de conscience féministe, toi? Je pense... Alors, je ne sais pas si c'est une prise de conscience, mais j'avais une mère féministe. Donc, je pense que j'ai jamais été trop élevée, en fait, dans une espèce de... Je dirais pas que c'était pas patriarcal, mais pour ma mère, de base, si t'es une femme, tu peux tout faire et tu dois tout faire et tu fais ce que tu veux. Et on a été élevés tous les trois de la même manière. Pourtant, j'ai un frère et une sœur. Donc, j'avais pas vraiment ce truc de clivage qu'on peut avoir dans la société patriarcale. En fait, je voyais de très loin et je me disais, moi, je vois pas ça me concerne pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est... Plus j'ai commencé à bosser dans le journalisme, plus j'ai écrit des articles et plus j'ai commencé à bosser chez Mademoiselle, plus j'ai grandi, plus je me suis pris des réflexions sexy dans la gueule où je me suis dit, en fait,
ça existe, tout ça. C'était moi dans mon cocon familial, on vivait pas tout ça, mais en fait la réalité c'est pas la même chose. Et là, oui, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire beaucoup, j'ai commencé surtout à être très en colère. Et je crois que c'est ça le problème, c'est que je suis toujours très en colère. Et il n'y a pas le moindre truc qui me laisse, qui me fait pas d'effet en fait. Dès que je vois une injustice sexiste, ça me rend complètement ouf. C'est pour ça que je bosse encore chez Madin. C'est un bon moyen du coup. Et la maternité en particulier, il y a eu un moment où plus qu'un autre, où tu dirais que non, pas vraiment, parce que encore une fois, avec mon bagage familial, j'ai pas laissé l'opportunité aux gens de m'écraser sur ce truc-là, et je suis trop rentre dedans et hargneuse pour laisser ça. Et après, peut-être que je vais m'en prendre plus tard dans la tronche parce que j'ai une fille et un garçon et que je pense que je vais être face à des petits trucs très sympas qu'il va falloir gérer au fur et à mesure. Mais pour l'instant, ça va. Voilà. Et toi? Alors, oui et non. Moi, c'est un peu comme toi d'un point de vue familial. C'est-à-dire que j'ai pas été élevée avec vraiment des biais sexistes, en fait, dans ma famille. Mais j'avoue que même si, avant d'être mère, je savais tout ça, le fait de le vivre a été quand même un choc. Et j'avoue que ce week-end, j'ai vécu, je crois, ça me fait penser, tu dis, je suis mère d'une fille et d'un garçon. Ma première situation en tant que mère, où j'ai essayé de défendre ma fille face à un petit garçon qui... Mais après, je parle de ma fille, elle a 18 mois, ce garçon devait avoir 3 ans et demi. Et en fait, on était dans un centre commercial avec un mur d'écran et des poissons. Et elle regardait les poissons comme ça. Et il arrive et il la pousse et il lui dit... il la pousse, il menace de la pousser, quoi. Et il lui dit va-t'en, t'es trop petite, t'es une fille, t'es trop petite, tu peux pas regarder et tout. Et j'étais tellement choquée. Et en fait, je regardais les parents et j'attendais que la mère dise quelque chose. La mère n'a rien dit. Et je sais pas, j'ai eu une sorte de feu intérieur. Je me suis accroupie, je me suis mise au niveau de ma fille et je l'ai prise comme ça. Je lui ai dit écoute-moi bien, non, tu n'es pas trop petite pour faire ça. Non, ce n'est pas parce que tu es une fille que tu ne peux pas le faire. On va lire Mona Chollet ce soir pour l'histoire. Allez. Et je lui ai dit, ne laisse jamais un petit garçon te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Et elle me regardait avec un grand sourire, genre je n'ai rien compris. Mais je me suis dit, merde. Mais ça, je l'ai à ma fille de 6 ans actuellement, à l'école. Elle se prend des réflexions, genre, ouais, machin, il veut pas que je fasse du foot parce que c'est pas pour les filles, c'est que pour les garçons. Je dis, t'en penses quoi, toi? J'aime bien le foot. Je dis, fais du foot, alors, tu vois, arrête, quoi. Et du coup, elle l'envoie bouler, le petit Louis qui veut pas qu'elle fasse de foot. Et tant mieux, elle se défend, en fait. et elle lui dit, non, mais les filles, elles font ce qu'elles veulent, elles font tout ce qu'elles veulent. Et oui. Et point. C'est tout. Oui, mais c'est pour ça, tu vois, souvent quand on pense à son enfance, on pense à notre famille. Mais c'est pas là où ça se joue. Ça se joue à l'école, en fait. Je le vois avec ma fille, justement, ouais. Ça se joue beaucoup, beaucoup à l'école. Et tu vois, je vais te dire un truc, j'ai regardé un documentaire ce week-end qui m'a retournée. Genre vraiment. Genre, je pense que ça fait genre 3 jours là. Je suis pas bien à cause de ce documentaire. C'est lequel? Il s'appelle Beyond Men and Masculinity. Rapproche-toi du micro. Sur Netflix. Et en fait, ça parle de masculinité, donc, et de la construction de la masculinité et de cette construction, en fait, des petits garçons. Et ils parlent, les experts dedans, ils parlent vraiment, en fait, de déconnexion que l'enfant, homme, doit faire. Et ça se passe à l'école, en fait. Ça se passe à l'école pour être inclus dans tous ces jeux, dans tout ça. Et en fait, t'as même des petits garçons qui témoignent et qui disent oui, en fait, moi, je veux faire partie de ce clan des garçons et je dois faire ce qu'ils me disent. Et en fait, c'est là où les règles, elles sont dictées. Et c'est là où, en fait, il y a vraiment la décorrélation limite de l'âme et du corps qui se fait. Et tu vois les ravages que ça fait après. Ça fait des garçons qui sont en incapacité d'exprimer leurs émotions. Ça fait vraiment vraiment beaucoup de ravages. Et finalement, tu vois, aujourd'hui, moi, je me dis, c'est plus la merde de devoir éduquer un garçon qu'une fille. Parce qu'une fille, tu vas lui dire, mais non, t'as le droit de faire tout ça. Tu vois, il y a une forme de girl power un peu. Alors qu'un petit garçon, je vais lui dire, évidemment, t'as le droit de faire... T'as le droit d'être triste, t'as le droit de pleurer. Ou même t'as le droit de faire de la danse, t'as le droit de te mettre en tutu, t'as le droit de mettre une robe à l'école. Mais il y a le regard ça va être perçu des hommes, enfin des petits garçons qui n'est
pas du tout aussi bienveillant que le regard des petites filles, tu vois. Mm. Alors, c'est une énorme généralité ce que je fais, mais quand même, franchement, moi, j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur pour mon petit garçon. Et je le vois parce qu'aujourd'hui, il est en garde partagée avec un petit garçon qui a 4 ans et un autre qui a 1 an et demi. Et le petit garçon de 4 ans, il est déjà... tu vois déjà les marques de la masculinité. Et je vois Ferdinand, il réagit différemment, il parle différemment. Hier, il m'a dit, moi, je te mets un coup de pied, tu vois, genre, chose qu'il faisait jamais. Et en fait, j'ai l'impression que je vais devoir laisser mon petit cœur de beurre comme ça, là, à cette masculinité. Et de devoir regarder ça impuissante, parce que même si moi, je vais lui éduquer tout ce que je veux, à un moment, il va être en opposition avec moi, tu vois, et ça va arriver plus vite que je le pense. Et je sais pas comment opposition, je vais mais il reviendra. dealer avec ça. Deal with it, oui. Deal with it. En tout cas, il aura en tête Mais c'est ça. ce que tu lui T'auras auras dit. posé des Il aura de fondations. quoi réfléchir. Bien Parce sûr. que c'est vrai que quand on te donne pas matière à réfléchir, au final, tu prends ce qui arrive de la société Ouais, bien sûr. et tu peux pas en sortir. Tu vois, comme toi, au final, tu as dû lire Mona Chollet. T'as lu Tu seras un homme féministe, Eh mon ben, fils c'est ce que j'allais dire. Il y a ce bouquin donc, de Aurélia Blanc. qu'on va recevoir bientôt aussi. Oui, je tease j'ai encore. cru que tu parlais du livre. Mais oui, et c'est un super bouquin. Dans le chat, il y a Mamie Fred Poulpi qui nous raconte une petite anecdote qui est assez parlante aussi et qui écrit « Parfois, le pire, ce sont les parents. Je travaillais en caisse à Carrefour, une mère qui retire son jouet à son fils en me disant qu'elle ne le prend pas. Le gamin dessus se met à pleurer et la mère lui dit « Oh, mais la honte, t'es un garçon et tu pleures. Regarde la fille derrière toi comme elle te regarde. » J'étais tellement choquée. Je n'ai pas su quoi dire à ce moment-là. J'avais pas encore lu beaucoup de livres féministes. Bah oui, mais voilà. Et en plus, ce qui est compliqué aussi, c'est que voilà, on peut l'avoir compris pour soi et essayer de l'inculquer à ses enfants. C'est Mais de la masculinité toxique aussi, Ouais. d'inculquer au petit garçon, pleure pas, sois pas une fille, Non. sois un homme. Mais parce que terrible, ça. Mamie Fred Poulpi dit, je sais pas comment j'aurais pu réagir. Est-ce que vraiment, tu vois, est-ce que tu peux réagir à ça? Quand En fait, t'es ça, de l'extérieur c'est comme ça. moi, le gamin qui dit à ma fille, t'es une fille, tu peux pas le faire, t'es trop petite. Qui suis-je pour aller le dire à ses parents? Et en même temps, voilà, s'il y a personne pour amener ce genre de débat et de sujet, comment Ça doit être Faire des réfléchir les représentations gens. culturelles qui doivent changer, en Mm. fait. Et je pense que ça, c'est aussi pourquoi j'ai... Enfin, tu vois, moi, ma réponse, en tout cas, à ce problème de représentation culturelle... C'est de créer des choses culturelles. Bien sûr. Alors, justement, on en parle depuis le début. Tout ce cheminement personnel, ce cheminement de vie que tu as eu depuis cet instant-là de révélation à toi-même, t'a amené à créer le Club Poussette, on en parlait, à faire ce documentaire. Et Vous avez le lien dans le chat, n'oubliez pas. ouais, n'hésitez pas. Et également à cofonder On Suzanne, qui est une plateforme de streaming un peu spéciale. Tu veux nous en dire plus? Ouais, tout à fait. En fait, c'est simple, c'est que l'année dernière, du coup... Enfin, non, attends, à chaque fois, je dis l'année dernière, mais tu sais, même quand je suis en septembre pour parler de Postpartum, tellement j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est sorti, ce truc, alors que c'était cette année. Quand Postpartum, il est sorti en mars, c'était assez clair pour moi que j'avais envie de continuer dans cette voie et de faire des documentaires. En fait, il y a eu une problématique qui s'est imposée à moi, c'est comment je vais faire tous les documentaires que j'ai envie de faire dans une vie. Ça va pas être assez long, tu vois, je vais pas pouvoir le faire. Et en fait... J'ai toujours été vraiment très attirée par cette question de la représentation justement, et plus j'avançais dans mon réveil féministe et plus je me rendais compte en fait de l'énormité des sujets à traiter finalement qui étaient très peu traités en format audiovisuel. Et encore une fois, le format audiovisuel de base c'est pas mon préféré parce que moi je suis une grande lectrice, mais c'est le format qui est susceptible de toucher le plus les gens et de faire comprendre les messages beaucoup plus vite qu'un livre en fait. Parce qu'un livre, tu vas le poser, le lire, tu vas avoir des phases dans ta vie, style le postpartum, où tu vas pas pouvoir lire une page pendant 18 mois. Alors, 5 ans. Voilà. Et puis c'est quand même, tu vois, la lecture, c'est encore beaucoup... Enfin, pour beaucoup de gens, perçu un peu comme un truc un peu élitiste, tu vois. Et moi, j'avais vraiment envie de faire des formats qui parlent à tout le monde. Qui soient accessibles à toutes. Accessibles. Et surtout, je pense que ce besoin de représentation, c'est le besoin de représentation visuelle. Donc, le format documentaire me plaisait beaucoup parce que je voulais pas non plus faire des petites vidéos, tu vois, à la Combini, parce que pour moi, on rentre pas assez dans le sujet. Et très vite, je me suis dit, mais en fait... Il y aurait tellement de personnes qui pourraient faire des documentaires tels que moi je les ai faits, parce qu'il n'y a pas besoin d'être réalisatrice pour faire ça en fait. Il y a juste besoin d'avoir une vision particulière sur un sujet. Un angle.
Un angle. Et parce que finalement, un film, ça se fait en équipe. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Je connaissais pas du tout le monde de l'audiovisuel, mais t'as des cadreuses qui vont cadrer, t'as des monteuses qui vont monter. Voilà, toi, ton job, en fait, c'est de poser les questions, d'aller voir les bonnes personnes, d'écrire le documentaire finalement. Et j'avais vraiment envie de pouvoir proposer ça à d'autres femmes et de faire un collectif, en fait, comme ça. Et c'est comme ça qu'est venue tout doucement l'idée de Anne-Suzanne de me dire, en fait, pourquoi on créerait pas un Netflix des meufs, quoi. Enfin, typiquement, c'est grossir le trait fois 1000 parce qu'on a plein de différences avec Netflix, mais l'idée, c'est de proposer une plateforme de streaming qui serait spécialisée dans ces sujets de femmes et du féminin, même si j'aime pas trop ce terme, parce que ça me ramène beaucoup à la beauté, et ça, c'est l'éducation et les magazines que j'ai lus, alors qu'en fait, pas du tout. Mais donc, du coup, Anne-Suzanne, c'est une plateforme qui va se concentrer sur 4 grandes thématiques. La première, c'est la maternité, parce que pour moi, c'est éminemment féministe, même si visiblement, Libération n'a pas vraiment cette impression-là, parce qu'ils ont encore sorti un article. Je sais, j'ai vu ça. Ah, oui. Mais bref, c'est pas grave. Donc, la maternité, le corps, la condition féminine et des portraits de femmes. Et à travers en fait ces 4 grandes thématiques, on couvre quand même pas mal de sujets, même s'il y en a plein d'autres encore à être traités. Et l'idée avec Anne-Suzanne, c'est que nous, on produise nos documentaires originaux. Donc, Postpartum est un documentaire original, Big Bang Baby l'est aussi, mais du coup, on en a pas mal d'autres là qui sont soit en post-production, soit en écriture, soit en prod. Et on va aussi acheter des films qui ont un rapport avec ces sujets qui ont déjà été produits. Et enfin, on a ajouté on a ajouté un réseau social à la plateforme pour aller plus loin en fait là-dedans, parce que l'idée c'est de pouvoir éduquer, créer de la représentation et faire émerger des nouvelles idées potentiellement à travers les films. Mais derrière, ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir échanger et trouver des personnes, trouver ses pairs en fait finalement, qui sont en résonance avec ces sujets-là. Donc du coup, l'idée du réseau social, c'était vraiment de pouvoir se dire, ok, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir échanger avec les personnes qui pensent finalement un peu les mêmes choses que nous, qui se posent les mêmes questions, et surtout de pouvoir avoir un espace où, si tu as envie de parler, de montrer des crevasses sur le Chanel crevasse, on pourra, il n'y aura pas cette censure que met Instagram, et surtout, il n'y aura pas... je sais pas moi, tonton Jean-Jacques ou mamie Jacqueline qui nous suivent sur Instagram, ou le collègue ou ceci, cela. Donc ça sera vraiment une safe place qui, j'espère, pourra faire germer des idées aussi. C'est quand même ça, l'idée, c'est de faire un peu laboratoire. Ouais, c'est ça, incubateur un peu. Ouais. Trop bien. C'est un super projet. Et tout ça à partir du mois de mars. Avril. Donc, et je tiens également aussi à dire que tu avais fait une campagne de pré-abonnement qui est aujourd'hui fermée. Donc, si on veut s'abonner, il faudra attendre le mois d'avril. Mais en attendant, on peut aussi te suivre partout sur les réseaux sociaux. Exactement. Et non, cette émission n'est pas terminée. Vous avez l'impression que je suis en train de faire la annonce, mais pas du tout. Je vois qu'on a pas mal de débats sur les stéréotypes de genre dans le chat qui sont hyper intéressants. Et je pense qu'on va surtout en reparler extrêmement vite avec une spécialiste des stéréotypes de genre, justement. Donc, je vais noter tout ce que vous êtes en train d'écrire, mais on va le réutiliser pour la prochaine fois. On peut quand même répondre. Les stéréotypes de genre semblent avoir empiré avec le capitalisme et l'envie de vendre toujours plus. Comme ça, si tu es une fille, un garçon, tu passes pas les vêtements d'un autre, de l'un à l'autre, tu vas racheter. Effectivement. Sans parler du marketing de la parentalité autour du postpartum, justement. C'est terrible. C'est terrible. Et Mamie Fred qui nous dit qu'elle nous adore et elle adore ce qu'on fait chez Mad, mais nous aussi. Et on a été les premiers articles féministes qu'elle a lus. Et moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Donc voilà. Le fan club de Mad. Finalement. Tout le monde vient de Mad. Alors, c'est le petit moment jeu de cette émission. Voilà. Il est temps de sortir notre roue. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Est-ce que tu connais la roue de l'infortune ? Ah non, la roue de l'infortune. Voilà. Ouais. Alors, faut savoir que c'est... On a bien rigolé la première fois qu'on l'a fait. C'est la roue de la fortune, la roue de l'infortune, tu l'auras compris. L'idée, c'est de faire tourner cette roue et de raconter une anecdote en rapport avec le mot qui va s'afficher. Okay. Écoute, je te laisse commencer. Viens donc. Attention, moment solennel. Tu peux y aller fort, je la tiens, vas-y. Ok. Un rapport avec l'argent et les enfants. Est-ce que tu as un fail à nous raconter ? Est-ce que tu as une dépense dont tu n'es pas fière ? Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es fait un peu arnaquer en disant oui, il me faut absolument ça pour mon enfant, alors qu'en fait, pas du tout ? Ce genre de choses.
L'argent, écoute, à part le fait que j'ai dépensé des milliers et des cents pour cet enfant, C'est terrible. Hein. une anecdote sur l'argent. Est-ce qu'il y a un objet de puériculture, par exemple, que tu as acheté en te disant Ouais. ça va me sauver, alors qu'en fait, pas du tout. Oui, on parlait du marketing autour de la parentalité. C'est pour ça, je rebondissais là-dessus, en me disant peut-être. Laisse-moi réfléchir, mais beaucoup. Mais en fait, tu sais quoi? En fait, ce qui est bizarre avec ce postpartum, c'est que c'est flou. C'est flou, hein. C'est Mm. dingue, hein. Tu vois, le Ah. mommy brain. Le mommy brain. Ouais. Ou alors on oublie. Oui. On commence. Je sais pas si c'est que le moment. Non, je pense que c'était aussi le manque de sommeil. Ouais. Oui. Sur- survie Puis, aussi. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, je regardais des images dans mon téléphone de Ferdi petit et j'ai l'impression que c'était pas moi. Mm, mm. Mm. C'est hyper bizarre. C'est vraiment bizarre. Écoute, là, comme ça, non, on peut pas avoir une deuxième essai? Vas-y. Vas-y. Ouais. Parce que l'argent, Vas-y. je ne vois pas trop. Si tu tombes sur le mail. Vie sociale. Vie sociale. Alors, Est-ce que t'as plus de choses oula, oui. Ça va mieux là, tout de suite. Non, je peux te raconter ce qui m'est arrivé dernièrement dans l'avion. Dans l'avion, un truc horrible. Je revenais du Maroc avec Ferdinand il y a 1 mois et demi. Et donc, c'était le vol retour pour rentrer à Paris. Tout allait bien. Ferdinand est un amour en avion. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. C'est-à-dire que c'est un enfant qui parle, hein, parce que c'est un humain. C'est vrai. Parle. Ah, attends, les enfants sont ouais, des humains et ouais, ils ouais, parlent dans c'est les ça. avions. Oh. Et en fait, je vois devant nous qu'il y a une meuf, je sais pas, je dirais la trentaine, qui s'installe, qui sort son saucisson, qui sort son écran pour regarder Netflix et qui se met vraiment en mode je vais kiffer, je vais dormir, tu vois. Et donc moi j'étais là avec Ferdinand et donc je paye quand même la place, le prix d'un adulte, hein, parce qu'il a 2 ans, donc on a 2 sièges Ouais, déjà, ouais. tu vois. Et Il peut plus voyager sur tes genoux, c'est fini. Ouais, c'est très cher. À partir de quel âge? Juste parenthèse. 2 ans. 2 ans. Oh, mon Dieu. Et donc Ferdinand vit en fait, tu vois, donc il est sur le siège, voilà, et il va pousser un peu devant, mais franchement, zéro crise, zéro cri, pas, il a pas tapé, tu vois, genre vraiment c'était sympa. Il a pas tapé. Il a pas tapé, vraiment. Et donc, la meuf se retourne une première fois en me disant, plutôt sympa, genre, est-ce que vous pouvez dire à la fils d'arrêter et tout? Moi, j'étais là, ok, arrête, Ferdinand, tu vois, genre. Mais. Culpabilité 3 là, là, 2 trop mal ans. à l'aise. Ouais, Ouais. c'est ça. Et le trajet se poursuit et je trouve, franchement, je le vois même pas, moi. Enfin, tu vois, à un moment, il se lève, il se monte sur moi, il s'appuie, enfin, tu vois, genre, tout va bien. Et en fait, au bout de 2 heures de vol, il y en avait 4 à faire. La meuf pète un plomb. Genre, en mode, en fait, moi, je veux dormir. Genre, est-ce que vous comprenez qu'en fait, moi, je veux dormir sur ce vol? J'étais là, moi aussi, j'aimerais bien dormir. Tu vois, genre. Mais non, je lui ai pas dit ça. Mais en gros, je dis, oui, ok, mais il pleurait même pas. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu vois, genre vraiment, je me sentais impuissante. Donc, Il vivait juste, quoi. Ouais, c'est ça. en fait. il vivait. Et à un moment, il se met sur moi et on commence à se taper des barres parce que, genre, je sais plus, je fais des jeux dans le cou, tu vois, des trucs. Et genre, elle se retourne, elle fait. Genre, je la gave en fait à rigoler avec mon enfant. Donc là, ça commence à monter un peu crescendo. Et Ferdinand se réappuie une fois. Et genre là, la meuf se met derrière nous parce qu'il y avait une place de disponible. Dès le Il y avait- début? Oui, dès le début, derrière nous, il y avait une place de disponible. Et donc, elle fait bouger tout le monde parce qu'il y avait quand même les 2 personnes derrière. Et donc, moi, je comprends pas ce qui se passe. Et la meuf se met derrière et commence à tambouriner sur mon siège pas comme vrai. ça. Mais c'est Comme une malade. Genre, vraiment. Genre, une malade. Et là, je me retourne. Et genre, je me lève et je dis, mais ça va pas bien la tête, en fait. Enfin, tout va bien. Enfin, voilà. Et la meuf se lève, regarde Ferdinand, qui était assis à côté de moi, qui commence à pleurer. Et elle me dit, mais tu sais quoi, Ferdinand? De toute façon, t'es qu'un mal élevé. Et tu sais quoi? C'est bientôt Noël. Et tu sais quoi? Le Père Noël, ça n'existe pas. Et tant mieux parce que t'auras pas de cadeau. Non, mais elle était complètement Elle est dingue. Oh non, mais T'as dit sérieux, quoi? t'as réagi j'ai comment? commencé à trembler. Bah, tu m'étonnes. Et là, je me suis dit. Ah, surtout quand on s'attaque à ton enfant, là, Ouais, c'est... C'est ça. Je me suis dit, en fait, Donc, je vais lui mettre une droite. Hmm. Clairement, Oui. tu vois. Ah oui. Genre, clairement. Bah, il n'y a pas trop d'autres solutions. Et j'ai pas mis de droite parce qu'il faut pas taper les gens. Mais j'en avais très très envie. Et en fait, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai filmé. Ouais. Et j'ai dit, bah voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est quoi ton problème en fait là? Ouais, on Voilà. fait quoi là? On Ouais. fait quoi? Et ça l'a calmé direct. Et ensuite, je me suis rassise et j'ai appelé l'hôtesse de l'air et je lui ai dit, par contre, en fait, elle me fait flipper, la tarée derrière. Ouais. Moi, je veux pas sortir en même temps qu'elle et tout. Enfin, ça Ouais, ouais. m'inquiète. Enfin, Ouais. Si faire la un- meuf elle t'attend à la sortie, faire ouais. un truc comme ça en fait. Surtout que je venais de sortir mon téléphone en plus et tout. Je me suis dit, ça se Ouais. trouve, elle est en train de péter Ouais. un plomb.
Et finalement, elle s'est juste levée après. Elle m'a filmé. Elle m'a dit voilà, je vais mettre ton visage partout sur Internet. Et moi, j'étais là. Mon visage est déjà partout sur Internet. Je m'en fous. À un point, tu veux savoir. Mon accouchement est sur Internet si tu veux savoir. Mais voilà, et ça s'est calmé. Et j'en ai une autre. D'ailleurs, ça c'était pas plus tard que ce week-end. J'emmène Ferdi au marché de Noël. On rentre dans le métro. Il avait une petite trompette trop mignonne. Il soufflait dans sa trompette, mais pareil, rien de ouf. Et il y a une dame qui me fait comme ça. Vous pourrez lui demander de se taire, s'il vous plaît. Mais les gens... Putain, c'est dingue. Et j'étais là, bah non, en fait, il dérange personne. Et là, pour le coup, il y a des gens qui ont pris ma défense. Et c'est la première fois. C'est vrai, ils ont dit quoi? Qu'on dit, mais c'est trop bien de faire la trompette. Vas-y, fais la trompette et tout, machin. Et après, en plus, j'étais à une station. Emmerdons les Et pissoirs, j'ai fait s'il vous 5 plaît. stations. C'était les Tuileries. J'habite à Argentine, tu vois, donc... Non, mais c'est vrai que t'as des gens qui considèrent pas les enfants comme des humains. Quoi. Exactement. Non. Et puis, la meuf dans l'avion, je suis persuadée que c'est ce genre de personne qui en a rien à foutre de passer un appel, tu sais, Non, mais dans les trains, en gueulant bien Ouais. fort au téléphone et qui fait du bruit en mâchant et qui Ah, oui, ouvre ça. une boîte de camembert dans mais le c'est ça. dans Elle l'avion, ouvre son quoi. Enfin, saucisson ouais. dans l'avion. donc Mais on elle imagine elle a la pas suite. une boîte de sushis comme ça, elle mangeait. Enfin, bref. Non, Mais, c'est ça. Et après, c'est des gens qui non. critiquent le manque d'éducation supposée de Et tes puis- gamins, alors que de base, Ouais. en fait, c'est juste des gros Puis égoïstes. j'ai envie de te qui dire, ont- tu qui ont prends pas un envie d'interaction, transport quoi. en commun. En commun, mais bien Donc, sûr. attends-toi à avoir Mais- des gens qui parlent autour ça, de toi, t'es qui pas ont des à l'hôtel, enfants. quoi. On voit que qui c'est ont un des- vrai ouais. débat, un vrai sujet. Si vous allez sur MAD et que vous tapez, il y a 2 articles sur le sujet sur... je crois, Partagez. elle demande à ce que les vols soient faits sans enfants, machin. Il y a, je sais pas, 30 pages de commentaires à peu près dessus. On a la même chose pour les voyages en train. À chaque fois sur notre forum, ça s'écharpe au point où on est obligé de fermer les articles parce qu'elle se tape dessus, en fait. Elle nous tape aussi dessus parce qu'on a l'audace, oh mon Dieu, de publier des articles disant que les enfants ont le droit de faire partie de la société, donc ça énerve tout le monde. Mais c'est impressionnant, c'est un vrai débat de... Ouais. Non, les enfants n'ont pas à faire de bruit dans les Ouais. transports en commun. Mais en fait, vos gueules, quoi, c'est des humains, ils font ce qu'ils peuvent. Nous, les parents, on fait ce qu'on peut aussi. Et puis, dans tous les cas, c'est jamais au père qu'on reproche quoi que ce soit. C'est toujours la mère Bien qu'on sûr. regarde de travers, genre, oh, elle n'est pas capable d'élever ses ça. enfants. Franchement, elle n'aurait pas dû en faire, quoi. Mais Non, mais tu sais, le touchez-vous. truc de. Pardon. Vous pouvez lui demander On a de lancé se Manon. taire, tu vois, alors que c'est d'une violence, quoi. mais c'est Et ignoble, puis en en plus, fait. t'es qui pour. Enfin, je veux dire. Et pour parler comme ça à ton môme, Ouais, en grave, plus, mais ouais. pour lui dire en plus, ah là là, le Père Noël n'existe pas, mais, mais ça me rend ouf, tu vois, je m'énerve. Ah. Voilà, Manon est partie. C'est comme ça qu'il faut lancer Manon. C'est exactement comme ça. Là, elle est me rend lancée. ouf les gens Bon, comme ça, quoi. il faut quand même recentrer cette émission, hein, d'accord? Parce que là, Surtout on qu'elle part se dans finit tous les officiellement sens. dans 4 minutes. Voilà, dans 3 minutes. Mais vu qu'on avait du retard quand même, Ouais, allez, on va on fait une faire les petite choses bien. Non, on parlait du postpartum. On a dit plein de choses sur ce sujet. On a une dernière petite chronique qui s'appelle les Attends. trucs. Vas-y. Attends. Promis, la Attends. prochaine fois, on aura un vrai jingle. Promis. Non, laissez-moi. Les trucs et astuces du postpartum. Ah non, c'est pas vrai. La prochaine fois, on aura un vrai jingle. Ce chat qui Oui, pouette c'était est à ma toi. fille. Ok. Bon, le xylophone pété, je viens de dire que c'est à mes enfants. Le chat qui pouette est Et à toi. j'assume, c'est très joli, moulin rôti. Ouais, mais il a un Alors. pouette quand même assez Assez ardos. fort. Ouais. Mais elle n'arrivait pas à le serrer. Oh quand là elle là, était on va bébé. pas réussir à finir l'émission. Bah si on arrêtait de Donc, digresser. Voilà. Merci Manon. Finalement, cette dernière chronique, les trucs et astuces de l'apéro des darons, et évidemment autour du postpartum. Et on en a déjà parlé tout au long de l'émission, mais l'idée c'est de résumer une sorte de liste, en fait, des bonnes pratiques pour les personnes qui entourent les parents de retour de la maternité. Voilà, c'est une petite liste que tu vas nous dérouler, Manon. Oh là là. Alors, effectivement, j'ai noté des choses parce que sinon j'oublie les 3/4 parce que j'ai accouché il y a moins d'un an. Enfin non, ça fait 1 an. Merde. Bon, j'ai plus de. J'aime j'ai parce plus que vraiment dans d'excuses. 15 ans, elle dira toujours non, mais j'ai accouché à 15 Laisse-moi ans. avoir les excuses que je veux, s'il te Le plaît. postpartum, c'est 3 ans, Manon, d'accord? Pas 15. Bah du coup, il me reste encore 2 ans Ok. à dire n'importe quoi. Donc, je vous ai proposé. Non, j'ai pas proposé du tout. Je vous ai fait une petite liste des choses pour aider au mieux les parents. Et pour aider surtout voilà, les mères plus particulièrement qui viennent d'accoucher. Si jamais vous êtes un visiteur, pas venu d'ailleurs, si jamais vous rencontrez des parents que vous voulez leur rendre visite après l'accouchement, déjà demandez si c'est possible. Ne venez pas forcément à la maternité parce que personne n'a envie de montrer ses couches pleines de sang à sa belle-mère. Vraiment, c'est pas un truc qui se fait comme ça. Est-ce que si ta belle-mère vient te voir à la maternité, tu fais vraiment ça? Franchement, Bonjour belle-maman. Est-ce qu'il y a une chance qu'elle me regarde là ce soir? Non, bah si ça peut l'empêcher de venir, vraiment je le ferai. Ouais. Bref, en dehors de ça, si vous avez envie de rendre visite à des jeunes parents, que vous ne savez pas quoi faire pour les aider,
Je vais vous donner des petites astuces. Déjà, quand vous venez, revenez avec de la nourriture, en fait. Sinon, ne venez pas. Vraiment, les parents qui viennent d'avoir un enfant ne pensent pas à manger, ils pensent pas à se laver, ils ont déjà du mal à l'épicer. Donc, si vous pouvez préparer des trucs, des lasagnes, des risottos, que sais-je encore, sans faire non plus des trucs de ouf, un gratin de pâtes, ça marche, mais des choses qui peuvent se mettre au frigo, au congélo, et qui surtout feront du bien, qui réchaufferont le corps et l'âme de ces pauvres parents qui viennent de se prendre un gros truc dans la gueule. Donc vraiment ramenez à manger. Ensuite, si vous faites le trajet jusqu'à chez eux, si vous avez envie d'aider, passez un coup d'aspirateur, faites tourner une machine, aidez un peu à ranger l'appart. Il y a moyen que ça ressemble à Bagdad, donc vraiment... Demandez un double des clés. Ouais, non. Vraiment, si vous pouvez, aidez-les. Si les parents ne veulent pas vous voir, acceptez-le aussi. Tout le monde n'a pas envie de voir du monde après un accouchement. On a peut-être aussi envie d'être dans une bulle. On a peut-être aussi envie de ne pas voir de gens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Ça ne veut pas dire que ça va être pour toute la vie. C'est juste respecter un petit délai avant de débarquer en grande pompe. Et même s'ils ne veulent pas vous voir, vous pouvez aussi déposer de la bouffe sur le palier. C'est pas... ça marche aussi, en fait. On me l'a déjà fait et c'est très sympa. Et vraiment, ça aide. Si on vous laisse passer la porte, merci de ne pas ramener votre fraise avec des conseils non sollicités. Si on ne vous demande pas votre avis, gardez-le dans votre... Tu t'adresses à ta belle-mère, là, du coup? Toujours. Non, vraiment, les conseils non sollicités, c'est l'enfer. Moi, je faisais comme ça, tu devrais faire comme ça. Non, mais s'il ne dort pas, c'est parce que tu l'allaites, ton lait, il n'est pas si nourrissant. Mais touchez à votre cul et parlez de ce que vous connaissez. C'est-à-dire pas grand-chose, taisez-vous et laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, prêtez une oreille attentive à leurs difficultés. C'est-à-dire que si vous avez une mère en postpartum qui vous dit « Franchement, j'en chie, c'est dur », ne dites pas « Oh, bah ça va passer, tu sais, en vrai, ils grandissent. T'as fait le plus dur, et puis petits-enfants, petits problèmes. » Vos gueules. Vraiment, écoutez les gens qui ont besoin de se plaindre après une période vraiment pas facile. Soyez une oreille attentive, ne soyez pas égoïste. Merci. Autre chose, vous pouvez leur proposer de garder leur enfant pour qu'ils aillent taper une sieste. Un parent ne dort pas, un enfant dort peu, même si on vous fait croire que ça dort 20 heures par jour, ça peut être 20 heures, certes, mais par tranche de 10 minutes. C'est quand même une fake news. Voilà, voilà, c'est une fake news. Il y en a qui dorment, hein, mais j'ai pas... Enfin, je les ai pas... Mais pas 20 heures d'affilée. Non. Bon. Donc, proposez, si vous voulez, de faire un petit peu de babysitting. Si votre truc, c'est de ne pas approcher des enfants parce que vous n'aimez pas ça et vous avez le droit de ne pas être à l'aise avec des enfants et encore moins pour les garder, si vous avez du pognon, vous pouvez aussi payer des heures de babysitting ou une nounou de nuit. Et là, je pense que vous aurez le cadeau numéro 1 que tous les parents veulent, quelqu'un pour prendre le relais la nuit. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vous pouvez aussi payer des heures de ménage, hein, ça aide toujours. Si vous n'avez pas envie de passer l'aspiro chez vos potes ou chez votre famille, vous pouvez du coup embaucher quelqu'un qui le fera à votre place. C'est toujours sympa, c'est hyper agréable. Et surtout, dernier point, ne les excluez pas de votre vie sous prétexte que la leur a changé. Je l'en parlais en début d'émission où j'avais remarqué que mes potes arrêtaient de m'inviter à des soirées. Ne faites pas la même chose, en fait. Continuez à inviter, même si on vous dit non, continuez à le faire. Ça fait plaisir de savoir qu'on existe encore dans la vie sociale de quelqu'un d'autre qu'un truc qui se balade en couche. Voilà. Pour résumer, pensez à des choses utiles. Et d'ailleurs, dernière petite question avant de clore ce live, c'est quoi le meilleur cadeau qu'on vous ait fait quand vous étiez en postpartum ? Un risotto. De nuit. Ok. Et toi ? Et ben moi, c'était un doudou qui faisait du bruit blanc. Ah ouais, Et la magie du bruit blanc. ça permettait à ma fille de dormir un peu plus. Donc en fait, concrètement, c'est manger et dormir, ce que veulent les parents. Ouais. Retenez l'info. C'est ça, manger et dormir. C'est ça. Et Lo nous dit « J'ai offert des plats cuisinés à des amis qui viennent d'être parents. Ils m'ont à peine remercié, ça m'a fait mal. » Alors, ils viennent d'accoucher. Hein. Je sais que ça a dû faire mal, je l'entends, hein, mais peut-être que dans quelques mois, quand ils se remettront de leurs émotions, ils comprendront l'importance de ton geste. Et encore une fois, un cadeau n'est pas fait juste pour avoir des félicitations. C'est vraiment très bien que tu l'aies fait. Ne prends pas en compte leur manque de joie. Ils ont pas dormi. L'important, c'est de l'avoir fait. Voilà. Et ils dorment pas, en fait. Ils ont du mal peut-être à faire « Yeah, merci !» C'est ça, peut-être. Et peut-être qu'ils sont introvertis. Et il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi ils t'ont à peine remercié. En tout cas, merci pour eux, du coup. Ouais. Peut-être qu'ils sont juste élevés sous un caillou, après. Peut-être. Change de copain. Eve, si on veut te suivre, on peut faire quoi ? On va sur Instagram. Instagram, c'est là où je suis le plus active, ouais. Ouais, et ensuite on compte Eve Simonet. Super. On attend la suite avec Anne-Suzanne. Ah ouais.
On a vraiment hâte. Un grand merci d'avoir Merci été à avec vous, nous dans l'apéro les des filles. daronnes. Merci pour l'invitation, c'est trop sympa. C'était vraiment sympa de t'avoir avec nous depuis le temps qu'on suit ton Ouais. travail. On va voir aussi ce qui va arriver et ça donne trop On envie. est ravis. C'est trop cool. Et ben, j'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes. Sûr. J'ai pas de- Tu reviendras dans l'apéro des daronnes pour nous en parler. Ouais, grave. Merci Cette fois, on aura à vraiment tous un apéro. ceux et celles qui nous ont regardés. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver ce live en replay sur notre chaîne Twitch et par la suite sur notre chaîne YouTube et surtout en replay en podcast. Voilà, si vous voulez faire d'autres choses en écoutant cette émission, n'hésitez pas. Voilà, et puis à nous envoyer vos petits retours, vos petites questions sur notre page Instagram où vous voulez. Nous, on a hâte de vous retrouver pour la prochaine émission qui sera le 31 le janvier. 31 janvier et comme on l'a déjà spoilé dans toute l'émission, on sera avec Anna Roy et on parlera de grossesse, de postpartum d'un point de vue beaucoup plus médical. Mais ça veut pas dire que ça va être genre incompréhensible ou quoi. Ça va être très drôle parce que je sais pas si vous connaissez Anna, mais il y a moyen qu'on se tape Voilà. des bonnes tranches. Ça va être sympa. Merci à tous et à toutes et à très vite. Salut, au revoir.